globalement, toutes ces histoires-là de bougies, d'épaule, tête-épaule, de tête de souris ou de chauve-souris ou que sais-je, c'est des choses qui... ça peut marcher, hein. Je connais des gens qui ont fait beaucoup d'argent en trading, mais en fait, c'est une activité d'exploitation à part entière. Et moi, je ne ne vois pas l'investissement en bourse comme un moyen de gagner ma vie. Ce n'est pas seulement une activité d'exploitation, de la manière en tout cas dont je le pratique, ça peut l'être, mais ce n'est pas la manière dont je le pratique. J'utilise l'investissement en bourse pour sécuriser mes gains relatifs à mon activité professionnelle. Souvent sur Internet, surtout je pense dans ce studio de podcast, beaucoup de gens ont tapé sur la tête du salariat. Exactement. Le salariat, tu peux être très heureux en étant salarié, tu peux très bien gagner ta vie en étant salarié. Je n'ai pas dit tabou, mais ce que moi j'ai remarqué dans la famille africaine souvent, c'est même que les parents ont du mal à dire à leurs enfants ce qu'ils font en termes de business. Et ce qui fait que souvent on remarque plusieurs fois que des fortunes se cassent la gueule en Afrique au décès du parent. Parce que les enfants n'ont aucune idée de ce que fait leur parent. On connaît tous des gens très intelligents pauvres. Ouais. Et des gens qui sont brillants en mathématiques, qui sont pauvres, brillants en littérature, qui sont pauvres, brillants en jardinerie, qui sont pauvres. On en connaît tous. Je ne connais pas quelqu'un d'intelligent financièrement qui soit pauvre. Et c'est pour ça que c'est essentiel de transmettre ça à ses enfants. Salut Rémi, comment ça va? Ça va très bien Alain, merci. Ça fait 2 ans maintenant, je pense, 2 ans maintenant qu'on se connaît, et qu'on a prévu de faire une vidéo, interview, podcast, et qu'on n'a jamais eu le temps. Et finalement, c'est à Dubaï qu'on a essayé de s'attraper, parce que aussi à Dubaï, c'était pas évident, il faut le dire. Tout à fait. C'était pas évident, et je pense que tu as été l'une de mes plus belles rencontres en 2022. On s'est rencontrés un peu comme ça avec des amis en Estonie, parce que tu habites en Estonie aussi. Et tu m'as parlé de ta vision de la bourse, de l'investissement, de l'entrepreneuriat. Et on va en parler tout au long de ce podcast parce que c'est assez intéressant. Parce que moi, ça me permet aussi d'investir dans autre chose et surtout d'avoir une stratégie qui est totalement, je dirais pas inconnue, mais qui est totalement différente parce que tu es la première personne dans tout le YouTube game, on va dire, d'investissement en bourse qui parle de cette stratégie dont on prendra le temps d'en parler. Mais avant d'aborder tout ça, on va parler de Dubaï parce qu'on est à Dubaï ici. Et dans tous les podcasts que je fais, ce que je demande souvent aux gens, qu'est-ce qu'ils pensent de Dubaï? Est-ce que c'est trop hypé? Est-ce que c'est un endroit où ils se voient vivre un peu? Ou aussi côté réseau, entrepreneuriat, etc. Moi, j'ai un peu mon avis dessus. On peut aussi en discuter. Donc, dis-moi un peu ce que tu penses de Dubaï. Et après, on parlera de ta présentation, bien évidemment. On a tout le temps. Qu'est-ce que je pense de Dubaï? Bonne question. Déjà, qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Dubaï est une ville inspirante. Ouais. On y gagne de l'énergie. Je pense au même titre que quand tu vas aux États-Unis ou autre. Ouais. Maintenant, Dubaï est une ville clivante. D'ailleurs, même au sein de Dubaï, on en parlait. Tu as différents. Tu as des gens qui vont être pro downtown, pro marina. Exactement. Aussi des clivages finalement propres, enfin en interne à Dubaï. C'est une ville dans laquelle je ne me vois pas vivre d'une manière évidente. Parce que c'est trop pollué, je perdrais trop de temps dans les transports. Tu as aussi trop de différences de niveau de vie entre les gens qui travaillent dans des métiers de service et des gens comme nous. Moi, c'est quelque chose qui me pèse. Je connais, j'ai beaucoup d'amis qui aiment. Tu vois, je t'en parlais avant, j'étais en Thaïlande l'hiver dernier et j'avais croisé des amis expatriés qui me disaient j'aime la Thaïlande parce que je m'y sens privilégié. Je ne souhaite pas me sentir privilégié dans un lieu. Ce n'est pas... De fait, déjà, je le suis, de par beaucoup de choses. Mais je ne souhaite pas amplifier ce sentiment-là. Plus l'écart, entre guillemets, est réduit entre moi et les métiers de service, mieux je me porte, mieux je me sens. Et quand tu viens à Dubaï, c'est vrai qu'il y a un gros écart à ce niveau-là qui peut vite être pesant au quotidien. Et je trouve ça intéressant aussi de s'en rappeler en ne vivant pas avec des œillères. Et c'est vrai que Dubaï, tu peux y vivre, je pense, très heureux avec des œillères. Maintenant, si tu fais l'effort d'aller à Dera, qui est un lieu dont je pense jamais personne n'a parlé sur YouTube, si tu veux. Exactement. J'y ai emmené ma compagne ce week-end pour qu'elle voit aussi à quoi ça ressemble. Et c'est intéressant de voir. Donc Dera, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la ville qui est juste à côté de Dubaï, dans laquelle beaucoup de gens, beaucoup de travailleurs expatriés, immigrés, etc. habitent, voilà. Et c'est vrai que ça te permet de comprendre comment cette économie tourne aussi, et est-ce que tu souhaites soutenir ça ou non. Et puis même, d'ailleurs, structurellement, capitalistiquement parlant, je ne pense pas que c'est un bon choix, dans le sens où tu ne profiteras pas du levier bancaire
européen, tu auras plein de contraintes pour gérer tes filiales, alors que si tu gères ton groupe en Europe avec le régime holding et tout ce qui s'ensuit, tu peux capitalistiquement vraiment t'enrichir. Et puis le dernier point, par rapport à c'est vrai que quand on a connu Dubaï, toi en 2018 et moi il y a 2 ans, les prix aussi montent à une vitesse relativement folle. Exactement. Et je ne pense pas que ce soit un bon choix capitalistiquement, dans le sens où finalement tu as tu avances avec une fuite d'eau au vu de l'argent que tu perds, parce que tu peux très vite finalement dépenser. À la fois tu peux vivre, c'est vrai que entre guillemets modestement, c'est tout de même vrai, mais très vite tu te retrouves à pouvoir dépenser 1 000 euros dans un restaurant, ce qui est, oui. Les prix ont beaucoup augmenté, et surtout même au niveau de l'immobilier. Moi je me rappelle, j'étais choqué à l'époque quand j'étais venu à Dubaï à l'époque. De voir un peu les prix de l'immobilier en 2018, tu voyais des choses à 200 000 euros, 300 000 euros. Aujourd'hui, là où je suis, le Airbnb que j'ai pris à Downtown, 2 bedrooms, c'est à 1 million d'euros. Je me dis, mais attendez, 2 bedrooms, 1 million d'euros? L'appartement que j'ai loué à la Marina là, pour 3 semaines, j'en ai eu pour plus de 4 000 euros. Exactement. Je me suis dit, attends, 2 bedrooms pour 1 million d'euros, c'est fou. Donc, les prix ont explosé. Après, en soi, à l'échelle de nos entreprises, ce n'est pas grave, mais c'est un ensemble de petites choses qui, cumulées, ne rendent pas ce lieu attractif. Parce que si ensuite ton entreprise se développe, tu dois ramener des gens ici, etc., finalement, l'ensemble des coûts cumulés sont importants. Et puis, en plus de ça, tu vas avoir plein d'autres coûts qui vont s'ajouter à ça. Des coûts de frais de change Stripe, parce que tu vas être obligé d'utiliser une structure aux États-Unis ou ailleurs pour pouvoir encaisser. Tu vas avoir des frais également relatifs au taux de change. Tu vas avoir énormément de frais finalement qui vont s'ajouter dans ton business et qui, selon moi, ne sont pas capitalistiquement pertinents. Maintenant, en revanche, Dubaï, et ça c'est le plus gros des avantages, est tout de même un hub qui attire des talents. Et on en parlait aussi tout à l'heure, c'est lorsque tu as faim, finalement, tu as physiquement cette... tu sais quel est le gap entre ton besoin physique et ton besoin de satiété. Une fois que tu as une forme de satiété, tu ne vas pas, parce que tu as mangé un gros repas, tu ne vas pas avoir envie d'aller t'acheter une pizza en plus. Par contre, c'est vrai qu'avec l'argent, le besoin n'est pas physique, il est psychologique. Et une fois que tu as atteint un certain niveau de revenu, comment faire en sorte finalement de continuer à avoir ce besoin-là alors que fondamentalement la satiété tu l'as, et bien tu t'entoures de gens qui sont plus riches que toi pour te tirer vers le haut. Et Dubaï a cet avantage que d'attirer énormément de talents, énormément de gens riches. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'une Bentley ici, c'est entre guillemets une Mercedes en France. Exactement. Et donc tu te sens très petit à Dubaï. Et donc, ça te motive. Et ça, c'est le plus gros des avantages. Et c'est vrai ça attire des gens très intéressants. Mais l'entrepreneur de Dubaï est différent de l'entrepreneur que tu rencontreras à Zurich, et différent de l'entrepreneur que tu rencontreras en Estonie. Donc, il faut aussi, comme souvent, la justesse est dans la nuance. Et il faut savoir venir ici pour prendre ce qu'il y a à prendre. Exactement. Et t'inspirer, etc. Mais il faut aussi savoir aller dans d'autres lieux pour s'enrichir culturellement et s'enrichir des gens que tu vas côtoyer dans ces différents lieux. Effectivement, moi je pense aussi à mon niveau que c'est ce que j'ai le même ressenti que toi par rapport à Dubaï. C'est que quand tu viens ici, bon, tu as aussi, tu n'as pas parlé certainement, mais tu as aussi un peu le niveau sécurité où tu te dis que bon, je marche avec une Rolex, avec une Ferrari, rien ne va m'arriver. Il y a ce volet où tu vois des voitures, et effectivement, là où moi j'habite, le Airbnb que j'ai pris, tu as l'impression d'être comment je vais dire, le plus pauvre du building, parce que tu vas au parking, tu te dis, mais qui sont les gens qui habitent ici, tu vois, avec des voitures de fous. Et effectivement, on a ce volet où tu te dis, si tu es entouré de ce type de personnes qui sont successful, ça peut aussi te tirer vers le haut. Et c'est vraiment ce volet que je pense, comme tu l'as dit, il faut venir exploiter à Dubaï, en fait. Ce réseau que tu peux créer. Je te le disais tout à l'heure que j'ai rencontré Yomi ici, Antoine Blanco, vraiment par hasard, je les ai rencontrés ici. J'ai rencontré aussi pas mal de personnes. Lorsque tu vas, par exemple, à Mage pour une conférence, tu vois que tout le gratin des entrepreneurs se retrouve là-bas. Donc, en termes de réseau, tu peux t'enrichir rapidement de des bonnes personnes, établir les bons contacts, et ça peut aussi scaler ton business. Tout à fait. Deux choses par rapport à ce que tu viens de dire. On met souvent en avant à Dubaï donc la sécurité, la propreté, qui d'ailleurs laisse à désirer par rapport à l'Estonie. C'est vrai.
et la qualité de service. Mais souvent, ceux qui vont mettre en avant ces pôles-là, finalement, ont découvert Dubaï lors d'une première expatriation. Ouais, ou éventuellement sont allés en Thaïlande avant. Si tu vois, j'ai vécu en Suisse, j'ai vécu en Estonie. Bah, c'est vrai que sécurité, propreté. Sécurité, propreté. Il n'y a rien à dire. Équivalent, voire mieux. Et qualité de service, en Suisse, c'est plus cher. Hein, mais par contre, en Estonie, tu vois, ces notions en fait, tous les services qu'on me vend ici, tu les retrouves à Tallinn. Exactement. Parfois plus quali, quoi. Exactement. Pour moins cher. Donc, finalement, le ratio, tu peux le peser. Et ensuite, cette notion de gratin des entrepreneurs, du net. Net. Tu as des très bons entrepreneurs aussi que j'ai rencontrés dans d'autres industries, mais il y a aussi quelque chose de très intéressant, je pense, au stade où on en est, d'aller nous nourrir, finalement, d'autres sphères entrepreneuriales. Et c'est aussi pour ça, tu vois, qu'à titre personnel, tu le sais, je suis en train de m'expatrier en Lettonie. En Lettonie, oui. Parce qu'en Lettonie, finalement, tu as un ensemble de filiales, de structures internationales qui se sont déplacées là-bas. Je pense à Accenture, je pense à Circle K. Toutes ces boîtes, Circle K, boîte canadienne, qui se retrouvent aujourd'hui à avoir son headquarter à Riga. De par un ensemble de raisons que je connais. Et je trouve ça très intéressant d'aller finalement dans un lieu où il n'y a pas forcément d'entrepreneurs du net. Pour aller découvrir d'autres industries qui vont ensuite nourrir ma culture entrepreneuriale et financière. C'est vrai. Pour faire croître mon patrimoine et transmettre des choses nouvelles, finalement. Et me nourrir de choses nouvelles parce que finalement, la vie est une aventure. Et ce qui est sympa, c'est... Moi, tu vois, ce qui me rend le plus heureux au quotidien, à l'heure actuelle, en fait, sur les 12 derniers mois, mon niveau de richesse a beaucoup augmenté, mais ça n'a absolument pas influé mon niveau de bonheur. Exactement. Ce qui influe le plus mon niveau de bonheur aujourd'hui, c'est le fait de progresser à titre personnel. Et tu progresses en faisant l'acquisition de nouvelles connaissances et en rencontrant de nouvelles personnes. Et c'est vraiment aussi dans cette dynamique-là que je m'expatrie et que je continue à sortir de ma zone de confort en partant notamment en Lettonie. Et effectivement, tu as attiré un bon point sur le fait de rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres types d'entrepreneurs. Moi, je dis souvent les entrepreneurs de la vraie vie. Tu vois, c'est ça en fait. Les entrepreneurs de la vraie vie. Les mots sont justes. Exactement, parce que parfois, le business en ligne aussi nous met dans un paradigme, ou en tout cas dans un cercle qui fait qu'on est souvent déconnecté de la réalité. Tu vois, on est totalement déconnecté de la réalité. On peut ressentir cela à Dubaï. Et quand tu fais d'autres types de business, par exemple, moi, quand je suis en import-export ou en négoce de matières premières, tu vois que c'est un autre paradigme. Et souvent, c'est des problèmes que rencontrent des entreprises de la vraie vie, en fait. Parce que tu dois analyser les choses autrement. Ce n'est plus du business en ligne. Et c'est pour ça que quand je lance ma marque et tout, de sac avec la Chine et tout, souvent, je dis aux gens que dans ma vision, c'est d'avoir une boutique physique. Tu vois. Et on me dit, mais pourquoi tu vas avoir une boutique physique, tu veux prendre la tête et tout. Je dis oui, parce que je me dis quand même que c'est bien de faire les choses en ligne, mais à un moment donné, il faut qu'on s'inscrive aussi dans la réalité, parce que c'est ça aussi, quelque part, qui va faire booster l'entreprise, nous booster aussi personnellement, et aussi d'une certaine manière, le personal branding qu'on crée avec le business en ligne uniquement est très fragile, parce que tout dépend de nous. On va en reparler vers la fin du podcast, parce qu'il y a pas mal de choses que tu vas m'apprendre dessus. Et l'idée pour moi, c'est de créer quelque chose qui ne dépend plus de moi. Personnellement, parce qu'ici, on va parler de Alain Semenvo, mais ce qui fait que si demain, je ne suis pas là, le business s'arrête. Et je veux faire cette transition un peu, où je vais quitter le full online pour m'inscrire aussi un peu dans la réalité des choses. Bon, on va aborder ce sujet. Je pense que vers la fin du podcast, on va aborder ça. Mais tu as parlé de patrimoine, et ça me permet d'enclencher sur le deuxième sujet que je voulais aborder avec toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on n'a pas encore abordé. Voilà, et tu parles d'investissement de bourse et de long terme. Voilà. Tout à fait. Alors, je m'appelle Rémi de Truchy de Varenne. Je suis ingénieur de formation, aujourd'hui entrepreneur, investisseur et spécialisé dans une classe d'actifs que sont les small cap value, donc des petites capitalisations boursières. Donc, c'est le fait d'investir en bourse à long terme dans des petites sociétés. Je fais ça aujourd'hui depuis plus de 5 ans. J'ai commencé en développant en fait des algorithmes qui me permettaient d'automatiser la recherche de sociétés cotées en bourse, donc dans cette niche-là, en analysant automatiquement du coup ce qu'on appelle les états financiers, donc le compte de résultat, le bilan comptable, etc. De ces sociétés. Sur cette base-là, j'ai développé des algorithmes, je me suis complètement passionné de tout ça.
je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas commencé seul non plus. J'avais des oncles dans ce milieu financier. Ouais. Un oncle conseiller en gestion de patrimoine pour milliardaires à Singapour, un autre qui est mon parrain, qui habite d'ailleurs à Dubaï, qui avait développé des algorithmes un petit peu du même type pour la Banque de France et le Crédit Suisse à l'époque. Ouais. Et en sortant d'école d'ingénieur, du coup, j'ai sauté directement dans ce monde-là. À un certain stade, je stagnais en termes de connaissances, donc je suis allé côtoyer également les plus grands gestionnaires de fonds dans ce domaine, Passivia, William Higgins, etc., pour continuer à progresser. J'ai commencé à faire du conseil en gestion de patrimoine indépendant, j'ai vendu de la formation sur ces thématiques. Une fois que j'ai eu les flux de trésorerie nécessaires, j'ai fait ce qui était mon rêve, c'est-à-dire j'ai développé un logiciel qui s'appelle Value Investing Screener. Ouais. .com, qui permet du coup aujourd'hui à plus d'un millier d'utilisateurs de dénicher en un claquement de doigts des sociétés sous-évaluées partout dans le monde pour investir par eux-mêmes. Et finalement, via ce chemin-là, j'ai découvert aussi le monde de la création du logiciel, qui est aujourd'hui un des gros volets de mon activité. Mais 100% du coup de tout ce que je peux générer dans le monde du logiciel est placé en bourse à long terme via ma stratégie. Et aujourd'hui, 100% de mon patrimoine, alors que je pourrais faire de l'immobilier, je pourrais faire beaucoup de choses, et sécurisé en bourse à long terme dans une stratégie small cap value que tu connais. Ok. Ouais, tu as dit beaucoup de choses. Je vais essayer de... Parce que Rémi est très technique, c'est ça aussi le problème. Il est très technique, donc on va essayer de distiller un peu tout ça avec les questions que je vais te poser. Donc tu parles de small cap, donc des petites capitalisations boursières. Donc l'objectif en fait, ou le but de ces stratégies, c'est d'investir dans des petites boîtes qui n'ont pas de grosse capitalisation en bourse et qui sont bien gérées, entre guillemets. C'est extrêmement important. Et aussi, dans ta stratégie de bourse, l'objectif n'est pas juste de gérer, enfin, d'investir sur des trackers, des trucs comme ça. C'est de comprendre l'entreprise, analyser l'entreprise et surtout voir si cette entreprise est cohérente aussi avec la vision que toi aussi tu as. Et il y a un volet humain que tu abordes souvent dans ce que tu dis et aussi un volet valeur ajoutée. C'est pour ça que tu n'aimes pas trop les crypto-monnaies. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est essentiel en économie, c'est le risque rémunère et la production de valeur ajoutée rémunère. Et c'est extrêmement important de comprendre quel est finalement le prix de ce que tu achètes. La meilleure façon de perdre de l'argent, que ce soit en bourse ou dans ce que tu veux, dans les matières premières. Tu as une niche qui est... je ne sais pas si on peut en parler. On peut en parler, oui, sur les matières premières. Que sont les noix de cajou. Et si tu as envie de perdre de l'argent, je ne sais pas à combien tu les touches au kilo. Tu les touches à combien au kilo environ? Oh, ça dépend. Sur une fourchette. On peut être sur... La tonne se retrouve dans les 1000. Ok. $1000. Donc disons $1000 la tonne. Ouais. Si tu veux être sûr de perdre... Tu sais, souvent, Charlie Munger parle d'inver thinking. Si tu veux être sûr de perdre de l'argent dans du trade de matières premières en noix de cajou, mets-toi à acheter du coup des noix de cajou à $10 000 la tonne. Ouais. Donc, première façon de perdre de l'argent, tu achètes des choses plus chères que que la valeur intrinsèque, on va dire. C'est ça, que la valeur intrinsèque. Ensuite, la question de la production de valeur ajoutée, donc c'est vraiment c'est vraiment ça. C'est-à-dire que par rapport finalement au résultat net de la société, combien est-ce que tu achètes cette société, enfin, quel est finalement le ratio capitalisation boursière sur résultat net, ce qu'on appelle un PER en bourse, et que tu peux retrouver en immobilier si tu compares la valeur du bien finalement que tu achètes par rapport au loyer qui te génère. Et cette notion de valeur ajoutée est absolument essentielle. Et après, tu as un ensemble d'autres questions qui rentrent en jeu. Quelles sont les marges de cette société? Quelles sont les marges par rapport à ses concurrents? Quelle est la qualité de la gestion? Quel est son endettement? Quel est son risque de fraude comptable? Et c'est un ensemble de points qui vont d'une part t'assurer que la boîte est bien gérée, mais qui vont aussi, et c'est un point que j'aime beaucoup, et qui est aussi la notion, je pense, pour laquelle tu m'avais sollicité, etc., qui est le fait de comprendre finalement ce business pour pouvoir te nourrir finalement, pour pouvoir nourrir l'homme d'affaires que tu es, de la compréhension de chacun de ces business. Parce qu'aujourd'hui, je suis exposé dans toutes les industries, dans tous les secteurs, entre guillemets, partout dans le monde, c'est-à-dire autant le secteur de utilities, donc gestion des déchets, gestion de l'eau, etc., que le secteur agricole, via de l'avocat au Brésil ou de l'huile de palme en Indonésie, via de l'énergie, que ce soit l'énergie verte ou l'énergie fossile. Et s'intéresser et aller en profondeur dans chacune de ces industries, c'est passionnant. C'est passionnant et ça fait de toi un meilleur homme d'affaires parce que ça te permet de mieux comprendre certaines mécaniques et de progresser. Ok, d'accord. En fait, pour résumer ce que Rémi vient de dire aussi, c'est l'objectif de sa stratégie en bourse. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de comprendre l'entreprise dans laquelle on veut investir, d'évaluer avec des métriques bien évidemment
s'il y a des fraudes comptables dans l'entreprise, combien même les employés investissent sur l'entreprise, combien le gérant gagne dans l'entreprise, toute la gestion financière par rapport à ses concurrents, etc. C'est de comprendre toutes ces métriques que toi tu évalues sur la base des états financiers de l'entreprise pour voir si cette entreprise est compatible avec ta vision avant de mettre ton argent, en fait, d'apporter ton capital à leur capitalisation. Et l'une des choses que moi j'ai beaucoup apprécié, parce que lorsqu'on parle de l'univers de la bourse, souvent, on a vraiment l'impression que la plupart des coachs qui en parlent en ligne sur tout ce qui va être bourse ne vont pas en profondeur. On reste vraiment sur des trackers, en fait. On te dit, OK, S&P 500, on te dit investis sur ça, investis sur ça. Mais j'ai rarement vu le fait de te parler d'état financier. Et là, c'est là où ta stratégie rejoint littéralement ce que Warren Buffett fait. Parce que souvent, on dit Warren Buffett s'est enrichi avec la bourse, etc. Et on a l'impression que le mec, il fait des bougies de je sais pas quoi. Tu vois, il analyse les bougies, il analyse des graphes sur des logiciels de trading. Et c'est vraiment ça qu'on a en tête lorsqu'on parle, en fait, de bourse. On se dit que je vais faire, j'ai fait de trading à l'époque, j'ai oublié les bougies japonaises, là, etc. Ou calculer l'effet papillon. En fait, ils ont des trucs, plein d'expressions dans ce monde assez technique. On parle de l'analyse technique et tout. Et contrairement à la méthode que toi tu enseignes et ce que toi tu fais, tu ne pars pas du tout sur ce volet-là, en fait. Je me fous complètement des graphiques. Je ne lis ni dans les étoiles, ni dans les graphiques. Et j'applique en effet une stratégie beaucoup plus proche de celle de Warren Buffett. Et c'est intéressant de se pencher sur le cas de Warren Buffett et de sa société, sa société mère, du conglomérat que Berkshire Hathaway représente. Berkshire Hathaway, c'est une société dans laquelle il va prendre des parts dans les années 1960, et qui est une société de textile à l'époque, assez mal gérée, complètement sous-évaluée, et ce que son mentor, Benjamin Graham, appelait un cigar butt. Donc un mégot de cigare, et tu l'achètes pour en tirer une dernière paf, une dernière bouffée de rentabilité. Et il va prendre la main sur cette société, et il va utiliser les flux de trésorerie de cette société pour prendre des parts dans une compagnie d'assurance. Et une fois qu'il se retrouve à prendre le contrôle de cette compagnie d'assurance, il va avoir une vision qui est aujourd'hui la vision que toutes les compagnies d'assurance bien gérées ont, mais qui à l'époque était brillante, qui fut finalement d'utiliser le flottant de cette compagnie d'assurance pour investir en bourse. Le flottant d'une compagnie d'assurance, c'est la somme d'argent que tu as entre le paiement que tu fais à ta compagnie d'assurance et le règlement des sinistres. C'est-à-dire que tu vas payer, par exemple, 10 $ par mois pour l'assurance de ton téléphone. Et bien, dans 3 ans, ton téléphone casse et la compagnie d'assurance t'envoie 500 $ par mois. Mais entre-temps, finalement, il y aurait eu cette somme d'argent qui va stagner. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait de cette somme d'argent ? Warren Buffett s'est mis à l'investir en bourse et à faire... On dit souvent qu'il n'a pas fait de levier parce qu'en effet, ils ont très peu utilisé le levier bancaire. En revanche, ils ont fait du levier en interne avec les flux de trésorerie de compagnies d'assurance pour investir en bourse. Et d'ailleurs, il a investi en bourse, certes, mais il a aussi fait beaucoup de private equity en rachetant par exemple Siscandy, qui est une société cette société de chocolat qui vont d'ailleurs énormément renforcer sur un plan juridique grâce à Charlie Munger qui, avant d'être un investisseur remarquable, était un avocat. Et donc, ils vont mixer finalement cette notion private equity et marché public pour finalement acheter des parts d'entreprise parce que la bourse n'est qu'une marketplace qui nous permet finalement de prendre des parts dans des sociétés et de consolider des flux de trésorerie passagers dans des actifs qui ont un rendement dans le temps. Tu as cette phrase d'un de mes mentors qui est la croissance, le rendement du capital est plus pérenne que la croissance passagère des ventes. Des ventes, exactement. Et ça, c'est extrêmement juste. Est-ce que tu peux un peu expliquer cette notion pour que les gens comprennent un peu plus ? Je répète cette phrase. Le rendement du capital est plus pérenne que la croissance passagère des ventes. Si on prend un exemple simple, une boutique e-commerce. Une boutique e-commerce est un business, je pense, génial pour démarrer. Ça va vous apprendre énormément de choses dans le monde des affaires, que ce soit sur un plan en matière de publicité, de copywriting, de comment mettre en avant un produit, comment dealer avec des fournisseurs, il y a énormément de points que vous allez apprendre avec une boutique e-commerce. Maintenant, très peu sont les boutiques e-commerce qui existent aujourd'hui et qui existeront encore dans 10 ans. Ça, c'est vrai. Et le rendement du capital est plus pérenne que la croissance passagère des ventes. Donc, si vous utilisez les gains que vous faites en e-commerce aujourd'hui
pour les placer en immobilier, par exemple. Dans 10 ans, votre boutique e-commerce peut ne plus exister, mais l'immobilier que vous avez acheté existera encore. Et finalement, on arrive à un triangle qui est allocation de capital interne, allocation de capital actif, allocation de capital passif, qui est un petit peu moi la synthèse que j'ai fait de cette réflexion sur la gestion des flux de trésorerie d'une société pour t'assurer la croissance continue de sa valeur intrinsèque indépendamment de la croissance des ventes. Tu te retrouves donc avec, au début, en early stage, un business dans lequel tu dois investir de tes propres ressources et tout pour le développer. Stade de démarrage. Ensuite, tu commences à accuser de la croissance. Et là, quand avant tu t'intéressais au fait d'investir en bourse, là tu t'en fous complètement, tu oublies complètement. Alors que ça devient intéressant. Et donc là, à ce moment-là, tu dois utiliser, selon moi, 80% de tes flux de trésorerie pour les réallouer en interne, en publicité, en SEO, en différentes choses pour continuer à faire croître ta boutique e-commerce. Mais tu as 20% que tu dois utiliser soit pour de l'allocation de capital actif, soit pour de l'allocation de capital passif. Allocation de capital passif, c'est soit de la bourse, soit de l'immobilier. Actif, ça va être du rachat. De rachat d'entreprise. Rachat ça peut être d'entreprises concurrentes à ton site e-commerce pour essayer justement d'exister pendant plus longtemps. Soit ça peut être aussi de blogs. Tu vois, nous, on a une stratégie là autour de notre logiciel où on a racheté une vingtaine de domaines expirés qu'on a fait remonter, etc. pour... oui, tu connais ça très bien. Ouais, exactement. Je travaille dessus actuellement. Je t'ai filé le contact. Pour faire en sorte que du coup, qu'il y ait une vraie mécanique de référencement, de référencement naturel qui se mette en place. Tu peux faire soit du rachat, souvent on parle d'allocation de capital actif verticale ou horizontale. Horizontale, c'est rachat de concurrents. Vertical, ça va être rachat, par exemple, de fournisseurs. Exactement. Ou voilà, ce genre de choses. Et donc, lorsque tu es en phase de croissance, il faut que tu alloues 20% de tes flux de trésorerie à allocation de capital passif ou actif. Lorsque tu arrives en phase de stagnation, c'est 50% allocation de capital actif-passif. Et 50%, tu continues à faire tourner le business. Et lorsque tu arrives en déclin, parce que toute boîte finit par décliner, à ce moment-là, 80% de tes flux de trésorerie doivent être sécurisés dans de l'actif et du passif, etc. Ce qui nous mène à une équation dans laquelle nous, par exemple, pour prendre, comme le disait Newton, les exemples illustrent mieux que les préceptes. Donc pour prendre l'exemple de notre logiciel Value Investing Screener, aujourd'hui, ce logiciel tourne très bien. On l'a lancé il y a 15 mois, on va bientôt atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, avec des marges qui sont très importantes. Et ce que l'on fait, c'est que la quasi-totalité... En fait, je pense qu'actuellement, on est plus à 30-70, donc il y a 30% qui sont réalloués en interne pour faire en sorte que le business continue de grossir, continue à se développer. Et 70% des flux de trésorerie, qui correspondent quasiment au résultat net du coup, vu que le reste, c'est des frais d'exploitation, sont sécurisés en bourse à long terme, du coup, via une société estonienne, ce qui nous mène à une équation dans laquelle, sur un horizon de 10 ans, la valeur de mon logiciel, en tant qu'actif, sera inférieure à la valeur du capital constitué au sein de l'entreprise. Et le portefeuille boursier du portefeuille nous amènera plus de flux de trésorerie que ce qui est généré par l'application elle-même. Ouais, que l'application elle-même. Ça veut dire que sur un horizon de 20 ans, du coup, vu qu'ensuite la croissance du capital est exponentielle, sur un horizon de 20 ans, la valeur des flux de trésorerie générés par l'application sera infinitésimale par rapport au rendement du capital de la société. Donc ça explique bien la citation que tu viens de dire. Je vais essayer de diluer un peu tout ça parce que moi je comprends très bien ce que tu essaies de dire, parce que tu me l'as déjà présenté via un graphe. En gros, pour vous expliquer ça un peu plus simplement, lorsque vous constituez une entreprise au début, toute votre énergie va être focalisée sur le développement de cette entreprise. Ça veut dire quoi? Que si on applique un peu, par exemple, la loi de Pareto, 80% de ce qui est généré va être réinvesti dans l'entreprise et 20% peut-être va être sur les investissements passifs ou actifs, comme tu le disais. À un moment donné, donc là, on est sur cette courbe-là, on est là. À un moment donné, l'entreprise croît. Et lorsque l'entreprise croît, on peut changer l'équation ou on peut faire du 50-50. Parce qu'on réinvestit encore dans la boîte et on prend 50% qu'on va réinvestir dans un investissement passif comme la bourse et l'immobilier. Là, on est dans la phase de croissance. Et après, toute entreprise, à un moment donné, commence à stagner. Donc, on ne peut pas dépasser un certain niveau. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu le signe pour toi de faire l'inverse, donc toujours Pareto,
de mettre 20% dans le développement de ton entreprise et 80% dans les investissements passifs ou actifs. Parce que dans tous les cas, ça va commencer à décliner. Et la deuxième, la corrélation directe qu'on peut avoir par rapport à la croissance des ventes ou l'investissement du capital, c'est que dans l'exemple que tu as donné, par exemple, ça voudrait dire que lorsque j'ai une boutique e-commerce, par exemple, qui fait 10 ans, pendant 10 ans, et que ça génère des ventes, etc., c'est bien, je peux me dire, OK, c'est cool, etc., mais je ne réinvestis pas ce capital comme ce que Warren Buffett a fait. Il a pris le flux de trésorerie, comme tu le disais, pour réinvestir dans d'autres, en prenant cela comme un levier, en fait, parce qu'il n'a pas utilisé le levier bancaire. Alors que ce qui est le plus important, c'est de voir si sur le temps, sur cette même durée-là, le flux de trésorerie qui est généré par mon entreprise, si elle est réinvestie, elle peut finalement dépasser la croissance des ventes de la boîte, en fait, c'est-à-dire de la boutique e-commerce. Et c'est exactement ce que tu as fait avec ton logiciel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec je dirais le flux de trésorerie que le logiciel rapporte, toi, tu le réinvestis en bourse et sur horizon 10-20 ans, il va forcément dépasser, d'accord, ce que l'entreprise génère aujourd'hui à cet instant. Et le dernier point associé à cette équation, c'est que du coup, nous, en tant qu'actionnaires, on ne se verse que les dividendes des actions à dividendes possédées par le logiciel. Donc, on ne consomme jamais le fruit de notre travail. Exactement. On ne consomme que les intérêts de notre capital. Et ça nous amène à un paradigme dans lequel on ne peut que s'enrichir. Ok, donc... Et ça, c'est une forme, finalement, d'inertie qui est terrible. On a mis en place une boule de neige qui est juste... inarrêtable. Et effectivement, pour rebondir aussi sur ce volet-là, c'est sur ça qu'on va commencer à travailler à partir de février. Parce que on travaille ensemble justement au niveau de mon patrimoine long terme. Ouais. Donc on travaille ensemble sur ce volet-là, sur la stratégie qu'on a mis en place. La stratégie d'entreprise. Ouais. Exactement. Et du coup, sur ce volet, on a décidé de réinvestir une partie du capital ou de réallouer du capital, mais dans les actions à dividendes, dans une stratégie d'action à dividendes. C'est-à-dire quoi, les amis? C'est que on va investir sur des boîtes qui donnent des dividendes de sorte à ce que d'ici 10 ans, que ce soit les dividendes générés par cet investissement qui puissent me nourrir en quelque sorte et que je ne prenne plus l'argent de l'entreprise, en fait. Et ça aussi l'objectif. C'est-à-dire que c'est les intérêts qui nous nourrissent et on ne va plus toucher au capital, au flux de trésorerie, au fruit de notre travail. Voilà. On ne consomme pas le fruit de notre travail tel finalement un pauvre, dans la définition de Robert Kiyosaki. Ouais. On en revient finalement toujours au même principe, actif-passif. Et on veut vraiment vivre grâce aux fruits de nos actifs. Mais si on utilise le fruit de nos actifs pour tout cramer dans des passifs, on a de bonnes chances de finir pauvre. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs de Dubaï. Ouais. Effectivement, il y a beaucoup qui viennent à Dubaï, mais beaucoup aussi qui repartent. Voilà, la petite pote de Dubaï qui ne font pas trop de bruit pour repartir parce qu'effectivement, on est dans un système ici où on te pousse aussi à la dépense et finalement de dépenser le fruit de ton travail. C'est ça. Et moi, je préfère largement, aujourd'hui, toi comme moi, on gagne très bien nos vies, mais je suis très heureux de ne jamais m'être acheté de montre de luxe. Exactement. Et je serais très heureux, d'ailleurs, à 60 ans, tu vois, de pouvoir dire à mes enfants et mes petits-enfants, voici ce qu'il y a sur la fondation familiale, qui vous permettront finalement de vivre confortablement pour les 4 prochaines générations. Mais sachez qu'en ayant fait tout ça, je ne me suis jamais acheté de montre. Il est hors de question que... Un peu facile. on parlera des enfants. On parlera aussi des enfants parce que tu as écrit un livre dessus sur comment enseigner l'argent aux enfants. On va en parler. Mais on va rester encore sur le volet bourse parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire sur le volet boursier. Dans ta stratégie et de ce que tu fais, tu parles beaucoup de long terme. Oui. Et même ta chaîne YouTube s'appelle Parlons long terme. Et souvent, lorsqu'on est sur Internet et on parle de bourse, je pense que déjà, il y a ce mélange entre bourse et trading. Souvent, on confond un peu les deux notions. Et moi, je l'ai ressenti un peu. On parle de bourse et trading, c'est très confondu. Et ces deux notions-là. Et finalement, et je pense que c'est pour ça que quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai beaucoup apprécié la manière dont toi, tu voyais les choses. En fait, pour l'entrepreneur, l'investissement en bourse, c'est comme préparer sa retraite. Oui.
Parce que, bon, visiblement, on n'a pas de retraite, hein, il faut le dire. Donc, si tu crames ton argent... Figure-toi que tu as une retraite qui est constituée en Estonie. Ah, c'est vrai? J'ai appris ça la dernière fois. Je savais pas. Du coup, j'étais chez SEB pour voir un petit peu leurs options de banque privée. Ah ouais. Et ils m'ont présenté, du coup, ils m'ont dit, mais vous avez vos piliers de pension qui sont chez Suède-Bank, est-ce que vous voulez passer chez SEB? Je dis, mais de quoi vous me parlez, quoi? Enfin, non, moi, non, ça m'intéresse pas. Dis, en fait, si, vous avez de l'argent. En fait, tu sais, on se verse un salaire. Ouais, je verse un salaire. Et en fait, sur ce salaire, tu as une partie qui est placée. Ah, d'accord. Et c'est une retraite par capitalisation. Et du coup, quand j'ai vu ce sur quoi ils me plaçaient mes thunes, je leur ai fait changer le support. Et on allait du coup vers des petites capitalisations dans les pays baltiques. Ah ouais, bon, ça, il faut qu'on en reparle après. Il faut qu'on en reparle après. Mais ça fait rire. Mais sinon, non, en effet, je n'attends pas Exactement. que l'Estonie me propose une retraite à mes 60 ans. Bien évidemment que ce sont nos entreprises et ce qu'on se constitue comme patrimoine qui nous permettra ça. Et du coup, l'objectif de ta stratégie, par long terme, c'est vraiment d'investir en bourse pour te permettre après de vivre de tes dividendes. Pas du capital, c'est de vivre de tes dividendes. Ce qui est déjà quasiment le cas. Exactement, parce que même dans la stratégie qu'on a faite, la dernière fois, on a analysé ça ensemble, et on était déjà à 2300 € environ de dividendes par an. Sur mon portefeuille à moi, ouais, sur mon portefeuille. Et l'objectif... C'est les 5 chiffres. Exactement, et l'objectif, c'est de passer justement à 5 chiffres, donc peut-être à 20 000, 30 000, 50 000, de sorte à ce que ce soit les dividendes qui puissent me nourrir. Exactement. Et pourquoi tu as décidé d'appliquer cette stratégie long terme? On va parler d'intérêts composés notamment, etc. Pourquoi tu n'es pas resté sur ce volet un peu trading, graphique, bourse, tout ce mélange un peu dont parlent les gens sur Internet? Déjà, je n'y suis jamais rentré. Ok. Je n'y suis jamais rentré parce que j'ai eu la... tu le sais, mon patronyme ne me permettrait pas de le cacher. Je m'appelle Rémi Truchivaren, j'ai arbitrairement hérité des 4 piliers de capitaux de Bourdieu. Et quand je me suis intéressé à l'investissement, j'ai contacté mes oncles parce que j'en avais la possibilité. Ils m'ont dit, Rémi, si c'est quelque chose qui t'intéresse, intéresse-toi au value investing, parce que c'est la seule stratégie qui existe depuis 80 ans, qui existera encore dans 80 ans. Ah ouais. Ce qui est la définition même, tu sais, de l'effet Lindy, quelque chose non périssable à une durée de vie passée, à une durée de vie proportionnelle à sa durée de vie passée. Et globalement, toutes ces histoires-là de bougies, d'épaule, tête-épaule, de tête de souris ou de chauve-souris ou que sais-je, c'est des choses qui... ça peut marcher. Hein. Je connais des gens qui ont fait beaucoup d'argent en trading, mais en fait, c'est une activité d'exploitation à part entière. Et moi, je ne vois pas l'investissement en bourse comme un moyen de gagner ma vie. Ce n'est pas seulement une activité d'exploitation, de la manière en tout cas dont je le pratique, ça peut l'être, mais ce n'est pas la manière dont je le pratique. J'utilise l'investissement en bourse pour sécuriser mes gains relatifs à mon activité professionnelle. D'accord. Et c'est vraiment pour moi, plutôt que de mettre mon argent sur un compte bancaire, je le mets dans... Je profite finalement, j'utilise mes flux de trésorerie pour acheter des parts d'entreprise qui continueront à produire de la valeur ajoutée quand le jour où moi je m'arrêterai d'en produire parce que je prendrai ma retraite. Et c'est c'est tout simplement l'idée. Donc le paradigme, c'est vraiment de ne pas réfléchir courbe et puis je me fous d'acheter une action à 27 ou à 26. Ce qui m'intéresse, c'est finalement de posséder des parts d'une entreprise dont la valeur doublera sur un horizon de 10, 20, 30, 40 ans. Et donc c'est vraiment le paradigme. Le paradigme, c'est pas du tout de réfléchir courbe, trading ou quoi que ce soit. C'est vraiment de se dire, la bourse est un moyen d'acheter des parts d'entreprises remarquables facilement. Et il n'a jamais été aussi simple dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire du capitalisme qui a été, dont on peut... Pas Marx choisirait une autre date, mais moi, selon moi, la naissance du capitalisme, c'est la Standard Oil Company de Rockefeller. De Rockefeller, ouais. Et donc sur 2 siècles, il n'a jamais été aussi simple aujourd'hui pour n'importe qui d'acheter des parts d'entreprise. Et c'est super d'avoir permis finalement cette démocratisation du marché boursier, du marché primaire et du marché secondaire. Et voilà, c'est comme ça que je vois la bourse finalement comme un moyen finalement de sécuriser mes flux de trésorerie dans des parts d'entreprises remarquables. Et du coup, pour revenir sur ça, ça veut dire en fait que la bourse, pour toi en tout cas, ce n'est pas, entre guillemets, un métier
quelque chose qu'on doit faire tous les jours comme le trading. C'est beaucoup plus un investissement qu'on doit placer. Et surtout, ça voudrait aussi dire que même le salarié, quelqu'un qui n'est pas un entrepreneur et tout, l'investissement en bourse peut être une très bonne option d'investissement pour lui. Ah, mais c'est selon moi, c'est évident. C'est absolument évident. Déjà, premier point, oui, en effet, moi je vois vraiment la bourse comme quelque chose de passif qui te permet de sécuriser tes flux de trésorerie. Et dans cette idée-là, d'autant plus que tu le sais, on pratique le buy and hold. Donc l'idée, c'est de trouver des entreprises remarquables qui existent. Moi, je ne rentre pas en position dans une boîte si je n'ai pas prévu de garder ces actions pendant plus de 10-20 ans. Il y a des exceptions à ça, mais globalement, l'idée, c'est le plus longtemps on conserve nos actions, mieux on se porte. Et donc, on va dans une stratégie où, une fois qu'on a passé nos ordres, une fois par mois, on referme le portefeuille, puis on s'en fout. Et ensuite, en effet, un salarié qui ferait l'effort de placer 500 € par mois en bourse pendant 10 ans. Pendant 10 ans, tu vois, sur un horizon, il me semble que, je ne sais plus exactement les chiffres, non, mais pendant 20 ans, tu vois, si tu es à 11% de performance, en gros, 500 € par mois pendant 20 ans, ça fait en cumulé, ça va faire 150 000 €, peut-être quelque chose comme ça à vérifier. On marquera peut-être les vrais chiffres. Ouais. Mais par contre, à 10-12% par an, en cumulé, ça fait un capital d'1 demi-million d'euros. Donc finalement, en 20 ans, grâce aux intérêts composés, celui qui ferait, le salarié qui ferait ce choix-là, se serait enrichi d'environ 350-400 000 €. Finalement, en ayant fait ce choix de s'exposer en bourse. Donc, c'est en effet un excellent moyen de capitaliser et de se construire, de fait aussi, une retraite par capitalisation, même si notre gouvernement, en tout cas en France, a plutôt fait le choix de créer une forme de pyramide de Ponzi qui, tôt ou tard, finira par s'effondrer. Mais ceux qui souhaitent, en tout cas, prendre leur retraite en main et qui ont fait le choix du salariat, qui est un choix tout à fait noble si on est heureux dans son travail. Et puis d'ailleurs, on fait... Souvent sur Internet, surtout je pense dans ce studio de podcast, beaucoup de gens ont tapé sur la tête du salariat. Exactement. Le salariat, tu peux être très heureux en étant salarié, tu peux très bien gagner ta vie en étant salarié. Tu as énormément d'avantages en France à être salarié, notamment sur un plan bancaire, où tu peux emprunter, tu peux vraiment te capitaliser, notamment par le biais du levier bancaire, ce que j'encourage n'importe quel salarié à faire. Je ne suis pas investi en immobilier de mon côté, mais si j'avais été salarié, je l'aurais fait. Exactement. Mais aujourd'hui, étant entrepreneur, je choisis la bourse, et aussi parce que c'est mon cercle de compétences. Mais bref, tu as compris l'idée. Donc oui, un salarié, en tout cas, peut tout à fait utiliser la bourse pour sécuriser, pour se constituer un patrimoine. Et d'ailleurs, s'il est en France, selon moi, la bourse et l'immobilier sont deux choses à faire quasiment en même temps, finalement, pour progresser et constituer un patrimoine important, quoi. Et du coup, sur ce volet-là, au niveau des salariés, parce que comme tu l'as rappelé, effectivement, le monde du business en ligne a tendance à trop taper sur les salariés, à faire croire que si tu es un salarié, tu as raté sa vie, etc., etc. Alors que finalement, quand tu deviens entrepreneur, tu vois aussi qu'il y a pas mal de portes qui sont fermées. Au niveau de l'entrepreneuriat, le levier bancaire est fermé, il y a beaucoup de choses qui te sont refusées. Finalement, tu te retrouves dans une situation où tu es en fonds propres à chaque fois. Et ça peut énormément pénaliser la progression de ton entreprise. Tu vois, si tu souhaites vivre à Paris, ce qui est... pareil, on tape beaucoup sur Paris, je pense, dans ce studio de podcast, mais ça reste quand même juste une ville magnifique dans laquelle un entrepreneur pourrait faire le choix de vivre. Si tu es entrepreneur, j'ai un ami, j'ai encore eu le cas il n'y a pas longtemps, qui gagne très, très bien sa vie, il a un business... qui marche très bien. Et tu connais Erwan. Erwan. On ne mettra pas de nom ni de business, mais voilà. Recherche d'appartement à Paris, difficile. Très difficile, ouais. Il s'est retrouvé à vouloir prendre un nouvel appartement avec sa compagne. Cohérent vis-à-vis de ses moyens. Ça a été très difficile parce qu'il faut un test sanguin, 400 lignes, tu vois, tes relevés bancaires, tes états financiers, ton salaire, il faut que tu t'en verses un pour prouver que... Exactement. Mais ça n'a... c'est vrai que ce sont des portes qui te sont fermées et qui te rendent la vie moins facile. Exactement. Et c'est important de le souligner aussi, ouais. Et aujourd'hui, pour l'audience, je pense quand même... toi, tu as une vision un peu différente par rapport à l'investissement. Par exemple, quand on est salarié, le premier investissement pour les salariés, souvent, c'est la bourse.
c'est l'immobilier plutôt. Et toi, par contre, tu es beaucoup sur le volet bourse. Tu es persuadé que c'est un volet qui est beaucoup moins prise de tête, on va dire ça comme ça, comparé à l'immobilier. Est-ce que tu peux essayer de détailler un peu ce volet parce qu'on était à la conférence ensemble et beaucoup de gens parlaient d'immobilier, mais toi, tu es persuadé que la bourse performe plus que l'immobilier sur la longue durée. Ah, la bourse bat toujours l'immobilier sur la longue durée. Bien évidemment, lorsqu'on a de bonnes stratégies et surtout les stratégies que toi, tu nous enseignes et que tu appliques, l'objectif est toujours de battre le marché. C'est pas forcément de surperformer, mais c'est de tout le temps battre le marché. Ça veut dire que si le marché fait du moins 10 et toi tu fais du moins 2, c'est que tu bats le marché dans tous les cas, même si c'est en négatif. Tu vois, donc, est-ce que tu peux essayer de détailler un peu ce volet bourse et immobilier et surtout que tu nous disais aussi lors de la conférence que tu peux investir sur des actifs immobiliers, entre guillemets, on va dire ça comme ça, alors que tu fais de la bourse. Et qui performe mieux que le fait que toi tu gères, etc. etc. Ouais, donc finalement, il y a 3 choses. Donc immobilier, bourse et REITs. Ouais. D'abord, l'immobilier, déjà, c'est un levier d'enrichissement remarquable. Tu peux faire appel du levier bancaire. Pour moi, c'est no-brainer. En effet, n'importe quel salarié doit faire cet effort-là, ne serait-ce que pour sa résidence principale, qui peut être un actif sur lequel on a une super niche fiscale en France. Enfin, pareil, on tape sur la résidence principale, mais tu n'as pas d'impôt sur la plus-value sur la résidence principale. Donc, tu achètes quelque chose que tu retapes, etc., que tu revends, bref, il y a un intérêt. Ceci étant dit, l'immobilier engendre des risques que je n'ai pas la perception de prendre en bourse, de par les connaissances que j'ai aussi. Tu vois, j'ai un très bon ami du coup ici à Dubaï. Aujourd'hui, il a conservé son activité en France parce que ça lui permet de faire le levier bancaire, ce qui est intelligent. Peu d'entrepreneurs de Dubaï font ce choix-là. Et il a donc profité des flux de trésorerie qu'il a générés, notamment grâce au e-commerce dans ses débuts, pour acheter 80 lots d'immobilier et lever pour 6 millions d'euros de dette en France. Bon. Sur le dernier immeuble qu'il a acheté, il y a une énorme faille dans un mur porteur. Il se retrouve donc à ne pas pouvoir louer cet immeuble. Il est en procès avec le mec qui lui a vendu. Et l'emprunt continue à passer. Donc ils se retrouvent dans une situation, heureusement, c'est un homme d'affaires qui génère des flux de trésorerie confortables et qui peut couvrir cette problématique-là. Mais le fait est que tant qu'il n'a pas gain de cause au niveau du procès, il se retrouve avec un truc horrible sur les bras, quoi. Ouais. Et ce genre de risque en immobilier, il y en a. C'est une profession dans laquelle tu peux avoir des pratiques où tu perds beaucoup d'argent. Tu peux gagner de l'argent en immobilier, tu peux aussi beaucoup en perdre. Tu peux aussi, si tu ne fais pas l'effort de bien déléguer, de bien structurer ton activité, perdre beaucoup de temps. Exactement, ouais. Et toutes ces choses-là sont des choses que je ne veux pas faire. Parce que moi, mon temps, je veux le consacrer à mon activité d'exploitation, qui est la création de logiciels aujourd'hui, et ma société de conseil en gestion de patrimoine ainsi que le Family Office qu'on est en train de déployer en France pour continuer à faire mon travail et gagner ma vie comme ça et faire en sorte que les gens qui travaillent avec moi gagnent leur vie aussi comme ça. Donc il ne faut pas sous-estimer le temps et les risques que tu prends avec l'immobilier de par notamment l'emprunt que tu contractes en règle générale. La bourse peut de ce point de vue-là en effet prendre beaucoup moins de temps. Si tu fais le choix d'aller vers des ETF, par exemple, c'est extrêmement simple. Tu prends un S&P 500 équi pondéré, tu investis 500 € par mois pendant 20 ans. Le S&P 500 équi pondéré, sur les 20 dernières années, tu as plus de 11% par an. Exactement. Et ça marchera globalement très bien. Et sur un horizon, en effet, de 40 ans, si tu as fait cet effort-là, tu vas capitaliser énormément plus qu'en immobilier. En revanche, en immobilier, tu vas capitaliser par le biais de l'amortissement du capital, grâce à un argent que tu ne possèdes pas via finalement le biais bancaire. Mais hors exception, sur du long terme, donc sur un horizon de 20, 30, 40 ans, si tu es prêt si tu ne souhaites pas prendre la fast line, entre guillemets, de l'entrepreneuriat, et que tu fais le choix d'être salarié et que tu as prévu de travailler toute ta vie, jusqu'à tes 60 ans, globalement, la bourse peut être un excellent levier pour te constituer ta retraite anticipée, ton patrimoine, etc. Et en bourse, tu peux
investir dans Dans l'immobilier, ouais. via ce qu'on appelle les Real Estate Investment Trust, qui sont des sociétés qui font de l'immobilier, qui sont cotées en bourse, qui ont d'ailleurs un total return sur les 30 dernières années de plus de 12% par an, qui ont battu le S&P 500, qui ont un modèle d'affaires qui est génial, qui ont d'ailleurs l'obligation de verser plus de 90% de leur résultat net à leurs actionnaires sous forme de dividendes. Ah ouais. C'est de très bonnes actions à dividendes. Pour certaines versent d'ailleurs des dividendes mensuellement, sache-le. Ah ouais. Et de mon côté, du coup, j'investis en immobilier, certes, mais via la bourse, via les Real Estate Investment Trust, dans notamment une classe d'actifs spécifique des Real Estate Investment Trust, qui sont les sociétés de garde-meubles. De garde-meubles, ouais. Parce que les sociétés de garde-meubles ont quelque chose de très intéressant. J'aime beaucoup les crises économiques. J'ai étudié toutes les crises économiques, la tequila crisis, même la crise d'Argentine, du Japon et tout. C'est des choses qui m'intéressent. Et lors de la crise de 2008, les deux sous-secteurs des Real Estate Investment Trust qui ont bien performé, ce sont la santé, parce que les hôpitaux n'ont pas changé de locaux, et également le sous-secteur du garde-meubles, parce que quand les entreprises ferment boutique, imaginons que cette société ferme boutique, eh bien, en règle générale, le business owner va tout de même, en attendant que la vague se passe, mettre tous ses... tu vois, tout l'équipement, ce micro doit bien coûter 500 €, bien dans une box de garde-meubles. Et donc, tu vois qu'en 2008, finalement, ce sous-secteur-là d'immobilier a bien performé. Et donc, sachant que je travaille énormément sur la décorrélation des actifs de mon portefeuille, en cherchant à maximiser ce qu'on appelle la covariance en mathématiques, eh bien, je cherche des actifs qui, justement, performent bien en période de crise, et notamment le secteur du garde-meuble. Le sous-secteur du garde-meuble dans les Real Estate Investment Trust, c'est un secteur relativement performant que j'affectionne particulièrement. Ok, parfait. Voilà. Donc pour toi aujourd'hui, l'investissement boursier, en tout cas pour un salarié, en termes de risque, est moins risqué, on va dire, que l'immobilier. Et effectivement, on a vu aussi des amis entrepreneurs. C'est moins intuitif, mais c'est moins risqué, et moins prise de tête, de mon point de vue. Et effectivement, on a rencontré d'autres entrepreneurs, Raphaël notamment, qui est en train de vendre tout son patrimoine immobilier parce qu'il s'est retrouvé à devenir un gestionnaire immobilier, en fait. Parce que derrière, quand tu as 10, 15, 20 appartements, tu deviens une entreprise de gestion immobilière. Même si tu peux sous-traiter, comme il a dit, il a rappelé, à un moment donné, même le sous-traitant, en voulant faire quelque chose, a besoin de ta confirmation. Donc parfois, tu te retrouves à envoyer des mails, à faire telle ou telle chose et tout. Donc, ce n'est pas évident, effectivement. Et pour moi, même l'immobilier, personnellement, j'ai acheté des biens, et principalement en Afrique, parce que c'est beaucoup plus rentable l'immobilier en Afrique, sincèrement, c'est beaucoup, beaucoup plus rentable en Afrique, l'immobilier. Mais je ne me vois pas, en tout cas en Europe, acheter des biens immobiliers, peut-être une résidence principale, mais pas dans le style location saisonnière, Airbnb, etc., parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. On a trop de choses à faire que de se prendre la tête avec ça. Après, quand je parle d'immobilier, je parle d'immobilier patrimonial. Toutes les love rooms, le Airbnb, les Lavomatic, c'est de la maximisation du cash flow. Et c'est pareil, soit tu fais du court terme, soit tu fais du long terme. Moi, ces stratégies-là sont... Enfin, si tu bases toute ta stratégie là-dessus et que ta rentabilité tient à un fil avec de la love room, je ne parierai pas sur cet investisseur. Donc, pour moi, personnellement, je me dis que... l'immobilier, en fait, c'est quand tu as le levier bancaire, c'est très bien, mais du point de vue d'un entrepreneur, c'est un peu plus compliqué et il faut aller sur des investissements un peu plus comme des investissements en bourse et aussi sur une stratégie qui est bien définie comme la stratégie que toi tu utilises. Et c'est justement ce qui a fait qu'on s'est beaucoup rapprochés. Et il y a aussi un concept qui est extrêmement important que j'ai envie qu'on aborde. Quand on s'est rencontrés, je t'avais dit en fait que ce qui m'intéresse dans ta stratégie, c'est le fait d'analyser des entreprises, d'essayer de comprendre pourquoi elles performent et pourquoi il faut que j'achète ou je m'intègre à leur capital, etc. Parce que c'est ce volet un peu qui me semblait un peu... qui n'était pas abordé lorsqu'on regarde un peu tous les gens qui parlent de bourse sur Internet et tout. Et je trouvais ça extrêmement intéressant, ce volet état financier. Et je me dis que c'est un volet qui peut te permettre de grandir ta culture d'entrepreneur et de te faire passer un peu de l'entrepreneur business online où finalement, on connaît très bien notre business, mais dans la structure de la gestion d'une entreprise, j'ai pas l'impression qu'on soit dans des entreprises en fait.
C'est à la limite du personal branding, façon saupoudrée d'entrepreneuriat, mais c'est pas finalement quelque chose de réel, comme on le disait. Et c'est ce volet-là que j'ai beaucoup apprécié dans ta stratégie, le fait d'aller fouiller. Et pour moi, je pense que ça permet de comprendre des choses, parce que tous les milliardaires, tous les grands entrepreneurs, les multimillionnaires, finalement, c'est ça qu'ils arrivent à maîtriser. C'est ça qui est leur vraiment set de compétences réelles, c'est le fait de voir une boîte et de pouvoir déterminer tout de suite si elle peut être rentable, si elle peut être rachetée, si on peut apporter notre capital à leurs capitaux, etc. etc. Et c'est ce volet que j'apprécie beaucoup dans ta stratégie. La maîtrise de tes chiffres en tant qu'entrepreneur, enfin, tu le sais très bien. Enfin, globalement, je trouve que d'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs sont capés parce qu'ils ne maîtrisent pas bien leurs chiffres, que ce soit d'une manière opérationnelle ou non. Et c'est extrêmement important de bien maîtriser tes KPI, de bien définir tes OKR, de bien transmettre toutes ces notions-là à tes équipes. Ouais. Et la manière dont tu vas, dont tu vas paramétrer finalement, tes indicateurs au sein de ton entreprise doit être réfléchi pour que ton entreprise finalement crée de la valeur. Et pour que les gens qui se retrouvent à avoir tel paramètre, tel indicateur en indicateur de performance, s'ils l'atteignent, t'amène à créer de la valeur ajoutée au sein de ton entreprise. Et ça, c'est valable sur des notions telles que la publicité. D'une manière intuitive, il faut que tu atteignes un return on ad spend de 4, etc. Mais c'est aussi valable sur un plan financier. Il faut que je maintienne mes marges à tel niveau. Il faut que mes capitaux propres continuent et atteignent à la fin de l'année tel niveau. Et en effet, être un bon investisseur a fait de moi un bien meilleur entrepreneur. Et c'est d'ailleurs la grande phrase de Warren Buffett. Être un investisseur a fait de moi un bien meilleur entrepreneur. Être un bon entrepreneur a fait de moi un bien meilleur investisseur. Et c'est deux choses qui fonctionnent finalement ensemble et qui vont te permettre de bien mieux te projeter dans le temps et exister dans le temps aussi. Mmh. Celui qui ne maîtrise pas ses chiffres, notamment financiers, a une durée de vie limitée. Celui qui maîtrise ses chiffres financiers, celui qui maîtrise ses états financiers peut rendre son entreprise éternelle, notamment de par son processus d'allocation de capital. Et du coup, selon toi, en tant qu'entrepreneur, même en tant qu'entrepreneur personal branding, comme ce que nous faisons aujourd'hui, toi, dans ta vision, c'est de gérer son entreprise comme si c'était une grosse boîte, de connaître ses chiffres, comme si on allait pouvoir la revendre demain, allouer du capital demain, intégrer d'autres personnes au capital de l'entreprise demain, de sorte à vraiment maîtriser ses coûts, ses résultats, etc. Vraiment de la gérer comme si c'était c'est une boîte, mais bon, une vraie boîte entre guillemets, on va dire ça comme ça. Déjà, premièrement, j'ai plusieurs boîtes et par exemple le logiciel aujourd'hui, je suis responsable de moins de la moitié des ventes du logiciel. Donc j'ai réussi à réduire ce qu'on appelle l'intuitu personae de ma personne dans l'impact, au niveau de l'impact des ventes, au niveau des ventes tout simplement. Donc de plus en plus, les sociétés que je crée, je me retrouve à avoir moins d'impact dessus. De la même manière, le family office qu'on est en train de créer en France, je fais aussi en sorte de réduire énormément finalement l'impact que j'ai sur, que ce soit sur les ventes, sur les actifs qu'on prend sous gestion, au niveau de l'opérationnel aussi, parce que j'ai dû faire appel à des gens qui étaient meilleurs que moi sur des notions que je ne maîtrise pas, comme les produits structurés, comme du prêt lombard, qui te permet d'ailleurs de faire levier en bourse, ce genre de choses. Et donc c'est c'est important de prendre en compte cette notion du personal branding pour savoir t'en protéger. Et c'est toujours un petit peu pareil, quand tu as un souci, il faut l'identifier si tu as envie de le résoudre. Maintenant, à la fois c'est notre talon d'Achille, mais c'est aussi notre plus grande force. Parce que c'est parce que tu as une marque, on a une marque qui est notre personne, mais c'est parce que tu as une marque que la conversion est facilitée, que tu peux bien grandir plus vite, etc. Si MrBeast demain lance une marque de soda, ce qu'il a entre guillemets d'ailleurs fait avec Prime en joint venture avec des entrepreneurs remarquables, la boîte est directement évaluée à plus d'1 milliard. Donc le personal branding est à la fois une force mais aussi une faiblesse, et il faut savoir jouer d'une manière juste finalement avec ces deux leviers et essayer de faire en sorte que tu ne sois pas la seule personne. Mais après, ce n'est finalement qu'un levier qui te permet de performer au sein de ton entreprise, mais le reste de ta boîte doit être structuré pour progresser. Et
et nous ne sommes pas... Et si nous sommes les bonnes personnes pour initier peut-être la culture de notre entreprise, pour développer la marque et pour être à l'initiative du développement de nouveaux produits, nous ne sommes pas forcément les bonnes personnes pour structurer nos boîtes. Et typiquement, tu vois, sur notre boîte de logiciel Value Investing Screener, je ne sais même pas où se situe la documentation. Enfin, je sais qu'elle est sur un Notion, mais je ne saurais même pas te dire où sur le Notion de la boîte. Par contre, on a une documentation qui est juste exceptionnelle et qui nous permet d'onboarder un nouveau développeur en une demi-journée sur le logiciel. Mais toute cette partie-là, ce n'est pas moi qui l'ai structurée. En revanche, nous avons fait appel à des gens pour la structurer et la boîte est aujourd'hui très structurée, comme une vraie boîte qui peut être revendue. Et c'est essentiel de faire ces efforts-là. En revanche, ça nous amène également dans un paradigme dans lequel on doit, en tant qu'entrepreneur, et en tant que, d'ailleurs, homme d'affaires d'une manière générale, recruter des gens qui ne nous ressemblent pas. Exactement. Et ça, c'est très dur. Parce que, tu vois, on a des profils créatifs, je suis relativement analytique aussi, mais on a quand même des profils, entre guillemets, fonceurs, créatifs. Nous sommes des entrepreneurs, nous sommes de ceux qui entreprennent et de ceux qui investissent. En revanche, quelqu'un de très bon sur la rédaction d'un manuel qualité au sein de ta boîte, ce qui est essentiel, est un profil très différent. Ça va être justement un profil très scolaire, parce que nous sommes moins. Bon, on était, toi comme moi, très bons à l'école, mais nous sommes quand même... je ne pense pas que toi comme moi, on se définirait comme des gens scolaires. Pas du tout. En revanche, il nous faut des profils scolaires au sein de notre entreprise, et c'est essentiel. Et moi, je ne serais personne en tant qu'entreprise... Enfin, mes entreprises ne seraient pas au niveau où elles sont s'ils n'avaient pas eu la chance d'avoir des gens au sein de mon entreprise qui avaient ce profil-là. Et c'est très important d'arriver du coup à s'entourer de gens très différents de nous pour progresser. Et effectivement, ça, je pense qu'on va imbriquer. C'est une partie que je voulais aborder à la fin, mais on va imbriquer dessus en même temps sur la structure d'entreprise. La dernière fois, quand on a fait notre appel, la dernière fois, je te le disais que j'étais dans une phase aujourd'hui où j'ai vraiment du mal à me considérer comme un entrepreneur ou un chef d'entreprise. Parce que si on parle du cadran de Kiyosaki, on a le salarié, on a les dépendants, on a le chef d'entreprise, on a l'investisseur dans son cadran. Et j'ai l'impression d'osciller entre indépendant et chef d'entreprise parce que aujourd'hui, je suis à une étape où mon business dépend encore fortement de moi. Ça veut dire que quand je suis déconnecté, ça n'avance pas. Tu vois, et je suis vraiment dans ce processus, en tout cas pour 2024, pour essayer de structurer cela. Et on en parlait la dernière fois et tu m'as recommandé un très bon bouquin, From 6 Figures to 7 Figures. Il est incroyable. Que j'ai commencé à lire. Ouais. Tu m'as dit ça doit être ta Bible. Peut-être qu'on va le mettre quelque part ici sur Amazon pour ceux qui veulent développer leur entreprise. Qu'il faut lire ce bouquin tout le temps, que ça permet de structurer déjà les choses en interne. Et pour moi, je pense que c'est l'une des phases que toi, tu as très bien réussi. Par rapport au logiciel que tu as lancé et qui, moi, à mon niveau, je n'arrive pas encore à prendre le pas sur ce volet-là parce que, je sais pas, j'ai l'impression que je veux peut-être tout contrôler ou peut-être, je n'embauche peut-être pas les bonnes personnes parce que c'est ça aussi souvent, comme tu l'as dit, embaucher des personnes qui sont différentes de nous et c'est extrêmement important et surtout, leur peut-être donner une certaine, leur faire confiance peut-être quelque part pour gérer des choses en fait. Donc, il y a ce volet qui me perturbe un peu au niveau de l'efficacité de l'entreprise ou de ce que nous faisons. Et j'ai vraiment l'impression que tout dépend encore de moi. Et je me dis de façon pragmatique que je ne suis pas encore un chef d'entreprise. Je suis peut-être un médecin, un avocat, tu vois, un libéral, entre guillemets, une profession libérale, tu vois, qui oscille un peu entre les deux, mais qui, s'il se déconnecte pendant un mois, rien ne va fonctionner en fait. Et c'est ce volet que je veux vraiment essayer d'améliorer et j'essaie d'être transparent et de ne pas m'arnaquer moi-même en me faisant croire des choses. Tu vois, qui est essentiel. D'être essentiel, d'être réaliste et tout et de me dire, OK, j'ai ce problème-là, comment je l'améliore, comment je fais. Bon, déjà, tu as ce très bon bouquin que je te recommande vraiment de lire et d'appliquer parce que pour devenir ce que l'on souhaite, il faut la seule chose à faire, c'est finalement de mettre en place des actions. Exactement. Maintenant, finalement, à la personne que l'on souhaite devenir, on se définit réellement par les actions que nous faisons pendant une certaine période de temps. Et ce livre est une très bonne roadmap d'actions à mettre en application pour finalement tendre à réduire ton implication opérationnelle dans l'entreprise. Ouais. Maintenant, c'est un paradigme très intéressant que tu soulignes parce que pour devenir libre financièrement, pour gagner en liberté financière, tu dois prendre le contrôle sur tout dans ta vie. Ouais. Tu dois
appliquer ce grand principe de Brian Tracy, je suis responsable de tout. De tout, ouais. Tu dois travailler énormément, mettre en place beaucoup d'actions pour que, voilà, pour devenir libre et arriver à devenir, enfin, je ne dirais pas libre, je dirais indépendant. Indépendant, ouais. Indépendant financièrement. Et ensuite, pour devenir libre, pour regagner le contrôle de ton temps, il faut accepter de lâcher le contrôle. Aujourd'hui, je ne paye plus aucune facture. C'est-à-dire que tu as quelqu'un dans mon entreprise à qui j'ai donné les clés des comptes bancaires. Ouais. Et qui paye toutes les factures. Et j'ai une confiance aveugle en elle. Et je suis très heureux voilà, d'avoir pu me dégager ce temps-là, parce que des factures, il y en a plus d'une centaine par mois qui passent. Tu vois, ouais, sincèrement, putain. Je suis bien content de ne pas avoir à faire ça. D'ailleurs, c'est quelque chose. Je pourrais t'expliquer quel est le process que j'ai suivi pour déléguer les factures. Okay. Mais c'est très important finalement d'arriver à lâcher le contrôle. Mais pour ça, il faut aussi des bonnes personnes. Il y a des recrutements que j'ai faits qui se sont mal passés. En fait, ça, c'est un petit peu là. Je pense que c'est ce que j'aime le plus dans l'entrepreneuriat. Ce qui fait que je ne suis pas qu'un investisseur. Tu vois, j'ai eu à un moment donné réellement le doute, finalement, entre créer un fonds d'investissement et faire uniquement des small cap value toute ma vie, et prendre également le volet entrepreneurial. Et si j'ai choisi de prendre le volet entrepreneurial, ce n'est pas... Enfin, c'est réellement justement pour vivre des choses incroyables toute ma vie. Et c'est vrai que quand tu te retrouves à recruter, à devoir apprendre sur le tas le métier que celui de RH représente, ouais. Qu'est-ce que c'est dur. Sincèrement. Et ça, c'est des réalités auxquelles on se confronte. Et je pourrais te transmettre aussi du coup le process de recrutement que des mentors m'ont transmis et que j'ai mis en application. Mais c'est dur. C'est dur, on fait des erreurs, il faut apprendre à perdre le contrôle. Quand tu perds le contrôle, des fois tu fais des erreurs et tu es responsable de tout, donc tu as envie de le reprendre, mais ça fait partie du process. Ça fait partie du process et tu dois mettre en place des actions qui te permettent finalement de regagner du temps aujourd'hui. Et tu vois, là, sur ce mois-ci, je bosse que très peu en termes de temps opérationnel parce que j'essaie de prendre du recul sur les business pour notamment du coup, le projet de holding de logiciels qu'on est en train de déployer en Lettonie. Et ça fait du bien et je suis ravi de voir que finalement mon niveau de revenu reste stagne actuellement. Exactement. À un niveau qui est haut, très haut par rapport à la moyenne. Et sans pour autant que je sois impliqué dans l'opérationnel de la boîte. Quoi. Et c'est l'une des problématiques, moi, à mon niveau, parce que lorsque je me concentre sur une activité, j'ai un manque à gagner dans une autre activité parce qu'elle dépend encore de moi. Et c'est très compliqué pour moi, et comme pour tout le monde, d'être sur toutes ces activités-là. Ça veut dire quoi? Quand je suis en Chine, par exemple, ma chaîne YouTube ne tourne pas. C'est très compliqué pour moi d'être en Chine, accompagner des entrepreneurs, négocier des contrats d'import-export et en même temps produire du contenu tout le temps. Tu vois? Et du coup, j'ai une certaine interdépendance entre les activités que je mène et qui fait qu'aujourd'hui, je me dis, 2024, il faut vraiment que j'arrive à structurer l'entreprise de sorte à ce que si je suis concentré, focus sur autre chose, que l'autre activité ne perde pas de l'argent ou n'en gagne pas plus. Parce que finalement, bon, elle va en gagner, c'est clair, mais elle n'en gagne pas plus. Elle n'évolue plus, elle ne croît plus parce qu'elle dépend encore de mes décisions, de mes prises de décision, etc. Tu vois? Et c'est tout ce volet-là que j'ai essayé en fait de mettre sur la table en 2023 et de me dire, OK, il faut que je sente cet aspect-là et qui fait que Alain Semenvo ne soit pas trop lié, c'est vrai que c'est la marque derrière, mais finalement que tous les produits qui découlent d'Alain Semenvo puissent être d'une certaine manière autonomes, en fait. C'est essentiel ce que tu dis, et finalement, pour moi, c'est quelque chose que j'avais vraiment mis sur papier quand j'ai créé par long terme. Ouais. C'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour que, finalement, pour que chaque tâche que je mette en place soit cumulative. Et par exemple, tu vois, je ne fais pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube. Exactement, ouais, très peu. Ouais. Mais par contre, les vidéos que je fais ont vocation à être vues encore dans 10 ans. Exactement, ouais. Elles sont très bien référencées en SEO en règle générale parce qu'elles sont relatives à un livre, qui est une recherche très spécifique. Ouais. Et donc, chaque vidéo que je fais, finalement, amène, tu vois, à faire des choses. Donc, par exemple, tu vois, cette problématique du contenu, en fait, tu peux avoir des résultats similaires en faisant moins. Exactement, c'est ça. Mais en faisant des choses plus pertinentes. Et
plus pertinente, en tout cas plus performante finalement. De la même manière, lorsqu'on on fait le choix d'être un entrepreneur qui mène plusieurs projets de front, il faut, selon moi, accepter de perdre un peu en rentabilité pour gagner en temps. Ok. Aujourd'hui, sur Value Investing Screener, je pense qu'on pourrait assez facilement multiplier par 2 le chiffre d'affaires en allant sur une stratégie qui mixe webinaire, pub, etc. Ouais. On ne fait pas ça. On investit dans du SEO. On a une petite séquence email et une petite vidéo de présentation. Et c'est tout. Et l'entreprise tourne très bien. Et surtout, elle tourne très bien seule. On a bien des développeurs qui continuent à améliorer un petit peu le produit, quelqu'un qui s'occupe de répondre aux questions, etc. Mais c'est bon, ça tourne, c'est mis en place et je suis sorti du business. Et j'interviens presque limite comme un client quand j'ai une demande à faire sur une donnée qui ne me semble pas cohérente ou sur une amélioration à produire. Mais par contre, pour sortir de business, j'ai dû accepter plusieurs concessions. D'une part, de perdre le contrôle sur différentes choses comme le règlement de facture ou autre, mais aussi j'ai accepté de perdre légèrement en rentabilité court terme pour regagner du temps, ce qui m'amènera à avoir plus de rentabilité à long terme, vu que je vais pouvoir accorder mon focus à de nouveaux projets. Finalement, une fois que tu as maîtrisé une courbe, tu vois, de 0 à 1 million, par exemple, pour le business, ça peut être plus simple pour toi, finalement, selon moi, de répéter ça 10 fois. Ouais. Que de monter ton business à 10 millions. À 10 millions, ouais. Tout dépend après à quel point il est capé. Il faut que tu comprennes aussi quel est ton marché, comment il est structuré, etc. Ouais. Mais ça, c'est important à comprendre. Et donc, sauf que si tu fais ce choix-là, il faut que tu maîtrises dans ce cycle-là aussi le fait de lâcher les clés de la boutique à un tiers. Et ça, c'est très, très important. Et ce n'est pas simple du tout. Effectivement, c'est pas simple. Maintenant qu'on a parlé de ce volet, tu as beaucoup parlé de VIS, de Value Investing Screener, dans le logiciel que tu as mis en place et tout. Et est-ce qu'on peut en parler un peu plus? Parce que je me rappelle qu'il y a 1 an et demi, il y a 15 mois, on en parlait quand tu lançais l'idée, que tu commençais le développement de l'outil et que tu as même fait le lancement, etc., et de l'outil, etc. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que VIS? Qu'est-ce que ça permet de faire? Et est-ce que n'importe qui, parce que dans ma communauté, par exemple, j'ai jamais parlé c'est la première fois que je parle de bourse sur la chaîne YouTube. Vraiment, c'est vraiment la première fois que je parle de bourse. Et est-ce que les gens de la communauté peuvent se dire, j'ai envie d'investir en bourse, j'ai envie de comprendre la stratégie de Rémi, ou d'investir aussi. Est-ce qu'ils peuvent directement aller voir VIS pour comprendre un peu les choses? Parce que c'est qu'il y a un volet aussi masterclass que tu as mis en place pour expliquer pas mal de choses, etc. Alors, en effet, utiliser en fait, d'ailleurs, d'une manière générale, en fait, les deux vont de pair. Acheter une formation en bourse sans avoir des outils, c'est vouloir être taximan, passer son permis de conduire et pas acheter de voiture. Ça n'a pas de sens. De la même manière, acheter une voiture sans passer son permis, ça n'a pas de sens non plus. Donc, il faut de la théorie et des outils pour être bon en bourse à long terme, notamment avec cette stratégie dans laquelle on va analyser les états financiers des entreprises. Et c'est pourquoi, quand on a créé notre logiciel, on y a intégré une formation. D'ailleurs, on y a intégré une formation qui est distillée de ma formation. C'est la formation qu'on y a mis à l'intérieur vaut plusieurs milliers d'euros et le logiciel vaut moins que ça. Ouais. Et donc, quelqu'un qui achète le logiciel aujourd'hui, profite d'une formation en bourse à long terme d'une qualité exceptionnelle. Et en plus de ça, on a un accès, en tout cas actuellement, ça dépendra à quel moment tes auditeurs regarderont cette vidéo, mais actuellement, on a un accès à vie au logiciel. Au logiciel, ouais. Sur un paiement unique. Et ils peuvent en plus essayer le logiciel pendant 30 jours en étant complètement garanti, satisfait, remboursé sans condition. Donc ça vaut le coup d'essayer. Maintenant, est-ce qu'un débutant peut faire du stock picking? La réponse c'est oui. Par contre, il faut qu'il soit prêt à se former. Le stock picking sans formation, c'est dangereux. Et beaucoup de gens perdent de l'argent en faisant le choix d'acheter des actions une à une. Et si ce n'est pas votre souhait que de faire cet effort, que de suivre au moins les 2 heures de formation qu'il y a dans l'outil, allez plutôt vers une gestion indicielle, c'est essentiel. Et si vous ne savez pas trop et que vous hésitez entre aller vers cet outil ou autre,
ce que je pourrais faire, c'est que je te transmettrai tout simplement une formation gratuite qu'on mettra en description. Exactement, voilà. Et ça permettra du coup à ton audience de voir si c'est quelque chose déjà qui leur plaît, sans prendre aucun risque financier. Exactement. Et en revanche, en apprenant des choses, ce qui est ce que je souhaite à tout le monde, d'apprendre un maximum de choses tout au long de sa vie. Ah non, mais ça c'est clair parce que, et je te l'ai même dit, on va enclencher dessus pour moi, l'idée, c'était que tu me transmettes tes connaissances. Bon, on n'a pas eu beaucoup de temps, il faut le dire, parce qu'on fait pas mal de choses, mais j'ai beaucoup apprécié ce volet analyse des entreprises, comme on en a parlé au début de ce podcast, comprendre le fonctionnement de l'entreprise et aussi, pourquoi pas aller visiter l'entreprise, parce qu'on en parle aussi pour 2025, partir en Chine, parce que dans la stratégie aussi, on est beaucoup exposé sur le marché asiatique et qui performe quand même. Qui performe très bien. L'Asie, enfin actuellement, c'est sur un plan boursier, l'Asie est une aubaine de par justement les prix auxquels on achète les actifs au vu de la production de valeur ajoutée que cela sous-tend. Donc, ça n'a pas toujours été le cas. En 2008, les actions asiatiques étaient bien plus chères que les actions américaines. C'est des choses qui évoluent dans le temps. Et actuellement, on fait de très bonnes affaires en allant en Asie, même si personne n'y va parce que... Voilà, les gens ont un peu peur et tout, etc. Et aussi, bon, on parlait notamment de la Chine, qui est un pays que je maîtrise assez bien, et qu'on aille en Chine visiter les entreprises dans lesquelles on a apporté nos capitaux, etc. Et du coup, sur ce volet et tout, moi, je me dis quand même que c'est extrêmement intéressant le fait de choisir. Tu parles de stock picking. En gros, l'idée, c'est de choisir les entreprises dans lesquelles on va investir nous-mêmes et de comprendre ces entreprises-là, de comprendre le business qu'ils font et de voir, comme je le disais au début aussi, si c'est aussi aligné avec sa vision des choses. C'est aussi important. Parce que ça te permet, lorsque tu investis dans une entreprise qui se connaissent pas l'entier, bon, tu le fais pas. Parce que peut-être que leur action n'est pas cohérente avec ta vision des choses. Si tu n'es pas fan du charbon, n'investis pas dans le charbon. Si tu n'es pas fan des entreprises qui versent trop de dividendes parce que tu préfères des entreprises qui réallouent leur flux de trésorerie, leur développement interne, ne va pas vers des entreprises à dividendes. Oui, tout à fait. De toute façon, il y a quasiment 100 000 entreprises cotées dans le monde, donc il y a de quoi faire. Et une dernière chose aussi que je voulais qu'on aborde, qui est extrêmement intéressant et essentiel aussi dans la gestion financière, c'est que tu as écrit un livre sur comment apprendre, entre guillemets, la gestion financière aux enfants. Pourquoi ? Parce que déjà, tu es très technique, tu parles souvent aux adultes, mais pourquoi cette fois-ci, tu as décidé de parler aux enfants dans un bouquin alors que tu aurais pu écrire un livre sur le stock picking, le small cap, etc. Il est hyper technique. Ah merde. Voilà. Mais du coup, le premier livre que j'ai écrit s'appelle en effet « Enseigner l'argent à vos enfants ». Exactement. Et déjà, je l'ai écrit parce que ça me semblait... c'est un sujet que je trouve essentiel et sur lequel je voulais progresser. Et finalement, le fait d'écrire ce livre m'a permis de faire beaucoup de recherches à ce sujet et de monter en compétences. La genèse de l'écriture de ce livre venait de deux choses. Premièrement, j'ai accompagné en effet beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de salariés aussi... à l'époque où j'ai écrit ce livre, j'avais déjà accompagné, je pense, un demi-millier de personnes sur cette thématique. Et c'est vrai qu'une fois que tu accompagnes quelqu'un de manière qualitative, généralement, on me dit merci Rémi, mais si je t'ai contacté à 40 ans pour que tu m'aides sur ces problématiques relatives à l'investissement en bourse, c'est parce que je n'avais pas cette éducation dont tu as profité, sur laquelle tu as aussi fait le choix de progresser, etc. Mais comment est-ce que je fais pour transmettre ça à mes enfants ? C'était une question en fait qui revenait et je n'avais pas de formation, je n'avais pas réellement de réponse à cette question et je voulais réellement répondre à cette question. Et l'autre point, c'est que j'adore l'idée d'écrire, j'aime beaucoup l'idée d'écrire des livres et du coup j'avais envie de progresser sur cette thématique et il fallait bien sauter le pas sur un sujet et je me suis dit déjà si sur un sujet que tu maîtrises pas, tu arrives à approfondir ce sujet par toi-même d'une manière importante, à en faire une synthèse et à en produire un livre, finalement, ce sera plus simple pour toi d'écrire un livre pendant tout le reste de ta vie. Et j'adore l'idée d'écrire des livres pour deux raisons, qui sont deux raisons qu'a donné Nietzsche, finalement, lorsqu'il nous dit que les seules choses qui restent, après qu'on ait passé finalement l'arme à gauche, ce sont des livres et des enfants. Ouais. Parce que, et c'est Nassim Nicolas Taleb qui reprend ces propos-là dans son livre Antifragile, parce que quand il parle d'antifragilité, il parle notamment de l'antifragilité de l'information, parce qu'en effet, tu vois, la connaissance double tous les 7 ans, c'est super antifragile, tu ne peux pas détruire l'information, tu as beau brouiller des livres, globalement l'information reste, les connaissances restent, et elles doublent tous les 7 ans d'ailleurs en moyenne. Et donc,
Je trouve ça très intéressant finalement d'une part de faire des enfants pour transmettre finalement son information génétique, mais aussi d'écrire des livres pour finalement mettre un petit peu sur papier la synthèse de ses connaissances à un instant T. Tu vois, je serais ravi à mes 60 ans de lire le livre que j'ai écrit à mes 25 ans sur cette thématique. Là, je vais écrire un livre qui est la synthèse de tous les travaux que j'ai pu faire, des logiciels que j'ai constitués et des gens que j'ai accompagnés sur la thématique des small cap value. Et je serais ravi de revenir sur cet ouvrage dans 30 ans. Ensuite, j'ai vraiment prévu d'approfondir de manière très importante le sujet de l'allocation de capital au sein d'une société de logiciels pour pourquoi pas un jour coter cette société en bourse et poser un livre là-dessus. Et finalement, ce qui est génial, c'est que tu progresses tout au long de ta vie et le livre te permet finalement de marquer un petit peu ta propre histoire. Exactement. Et je suis très attaché aussi à toutes les notions relatives au transgénérationnel, à la transmission, parce que j'ai profité de ça énormément et que je souhaite faire perdurer cette flamme. Et donc, finalement, le livre est un très bel outil de transmission aussi, de valeur et de connaissances. Et aujourd'hui, par rapport au livre que tu as écrit sur enseigner les finances aux enfants, quels sont rapidement les points qui sont essentiels? Parce que comme tu l'as dit, tu en as profité aussi de par ta famille. Dans le livre, tu parles un peu aussi de certains jeux à faire avec les enfants. Tu parles de pas mal de choses dans le bouquin. Et c'est extrêmement intéressant parce que je pense que ça va beaucoup intéresser l'audience vis-à-vis d'une famille africaine où on n'a pas du tout eu cette éducation, en fait, financière. Au contraire, même, c'est un peu, je ne vais pas dire tabou, mais ce que moi j'ai remarqué dans la famille africaine souvent, c'est même que les parents ont du mal à dire à leurs enfants ce qu'ils font en termes de business. Et ce qui fait que souvent on remarque plusieurs fois que des fortunes se cassent la gueule en Afrique au décès du parent. Parce que les enfants n'ont aucune idée de ce que fait leur parent. Ça, c'est c'est aussi vrai en France. Ça l'est certainement encore plus en Afrique, mais c'est aussi vrai en France. Et je pense que d'ailleurs, une des raisons relatives à ça, elle est culturelle. Et quand on parle de culture, on ne peut pas omettre la notion de religion. Oui, effectivement, la notion de religion aussi. Et l'Afrique, en tout cas, que tu as côtoyé, tout ce qui dans laquelle tu as grandi, tout ce qui est Bénin, etc., c'est une zone d'Afrique qui est dominante, me semble-t-il, catholique. Chrétienne catholique, Ce qui est également le cas de la France, quoi qu'on en dise, finalement, la culture française c'est imprégné un peu, c'est développé et très imprégné encore de mœurs catholiques. Et dans la Bible, le riche ne peut pas passer par exactement. Le Christ est pauvre, exactement. etc. Et c'est vrai que, alors que chez les protestants, quand tu fais de l'argent, entre guillemets, tu accomplis la volonté de Dieu et tu finis philanthrope, ce qui n'est pas du tout quelque chose que l'on perçoit, en tout cas comment dire, d'une manière très rapide. C'est un trait très grossier que je trace en parlant de la Bible de cette manière, mais tu as compris l'idée. Et je pense que dans nos mœurs, on a vraiment du mal avec l'argent, notamment de par l'héritage religieux qui découle de ce que l'on est. Maintenant, en effet, il y a un ensemble de jeux que tu peux faire avec tes enfants pour faire en sorte de les éduquer financièrement. Je décris ça dans le livre par tranche d'âge. Je ne vais pas reprendre chacune des tranches d'âge de chacun des jeux, mais c'est l'idée. Et l'idée va être de transmettre certaines notions. Déjà, la notion d'actif et de passif, qui est essentiel. Un actif produit de la valeur ajoutée. Un passif te fait perdre de l'argent. Si tu achètes, si tu as un flipper, j'ai un ami hier qui on discutait de nos déclics entrepreneuriaux. Et il me parlait de lui, il a grandi dans un camping. Et il a vu, justement, il y avait un flipper, quelqu'un qui ramassait du coup l'argent tous les mois du flipper, etc. Et il va se retrouver à 14 ans à racheter le flipper du gars et finalement à comprendre ces notions d'actif et de passif à ce moment-là. Et donc typiquement un flipper, on achète, ça doit coûter 1000 balles un flipper qui va ensuite ramener 20 euros par semaine, c'est un actif. En revanche, une voiture qui va nous coûter X euros par semaine en assurance, en pneus, en entretien, en essence, est un passif. Et donc, cette notion d'actif et de passif est essentielle à comprendre. Robert Kiyosaki en parle bien mieux que moi. La notion de budget est essentielle à comprendre aussi. Et là-dessus, tu as un ensemble de pratiques que tu peux avoir. Par exemple, tu vois, si tu as envie d'acheter quelque chose, c'est très intéressant de te dire, si ça coûtait 2 fois plus cher, est-ce que je l'achèterais ?
Déjà pour te mettre dans une dynamique où tu prends du recul. Exactement. Pour retirer l'émotionnel. Et si c'est le cas, bah typiquement, tu as envie d'acheter un iPhone, ça coûte 1000 balles. Tu dis, est-ce que si ça coûtait 2 fois plus cher, est-ce que j'achèterais? Ok. Et dans ce cas-là, eh bien, tu prends cette somme-là, enfin, tu prends tes 1000 balles, tu achètes ton iPhone, et les 1000 balles de surplus, où tu t'es dit, ok, j'achèterai, eux, tu les investis. En fait, c'est un ensemble de pratiques où, finalement, si tu les mets en application, tu vas prendre du recul sur les dépenses, tu vas différencier la notion de besoin et de plaisir, tu vas comprendre l'importance aussi de la notion du don, parce que si tu prends le chemin de l'hypercapitalisation, tu ne peux pas faire fi de l'importance de donner. Exactement. Surtout quand tu fais des choix comme les nôtres, que d'optimiser notre fiscalité, ce genre de choses. Voilà, toute l'idée du livre est d'enseigner ces notions de budgétisation, de don, de compréhension de l'argent, quelles que soient les tranches d'âge, de 3 à 18 ans, de dette aussi, pour faire en sorte que un enfant puisse ensuite plus facilement prendre son envol dans la vie active, sans tabou, sans risque de faillite personnelle, de drogue, de finir à la rue ou autre, parce que tu vois quelqu'un de... Enfin, on connaît tous des gens très intelligents pauvres, et des gens qui sont brillants en mathématiques, qui sont pauvres, brillants en littérature, qui sont pauvres, brillants en jardinerie, qui sont pauvres, on en connaît tous. Je ne connais pas quelqu'un d'intelligent financièrement qui soit pauvre, et c'est pour ça que c'est essentiel de transmettre ça à ses enfants. Dès le bas âge. Ouais. Effectivement, ça, c'est une notion que moi, j'ai compris aussi, en venant en France, en tombant sur tout ce qui est Robert Kiyosaki, parce qu'il a aussi écrit un livre, Rich Kids, Smart Kids, qui en parle aussi avec des jeux, etc. Et surtout pour moi, comme je le disais, j'ai vu pas mal de familles en Afrique s'appauvrir, alors que papa a été président, tu vois, vraiment... papa a été ministre, papa a fait telle ou telle chose, tel business, de grosses familles qui étaient très riches s'appauvrir totalement, tu vois, au décès du père ou au décès du grand-père, etc. Parce qu'il n'y a pas eu cette transmission générationnelle. Et c'est aussi là où la notion du livre, le fait d'écrire un livre pour synthétiser pas mal de choses est intéressant. Ça permet de marquer aussi l'histoire d'une certaine manière, comme tu l'as dit. Et pour moi, c'est aussi... Le moment aussi, lorsque tu as des enfants, comme tu l'as bien fait dans le livre, de leur enseigner la finance d'une certaine manière ludique. Et ça leur permet, lorsqu'ils rentrent dans la vie active après, de comprendre les choses directement, parce qu'on est dans un monde qui devient de plus en plus complexe, qui devient de plus en plus incertain. Et je pense qu'il faut préparer la prochaine génération à être des guerriers. Parce que ça ne va pas du tout être facile. C'est selon moi, en tout cas, on le voit un peu dans l'univers un peu géopolitique, etc. Et les Chinois le font très, très bien. Parce que j'étais en Chine. Lorsque je vais en Chine, souvent, j'habite dans ce qu'on appelle les communautés. Bon, c'est un peu comme à Dubaï, de grosses tours où il y a tout à l'intérieur. Les condominiums, etc. Il y a tout à l'intérieur. Bon, en Chine, bon, ils vont très loin, centres commerciaux, cinéma, bon, ils mettent tout à l'intérieur. Et j'ai été choqué de voir à quel niveau ou à tel point dans ces communautés, il y a énormément de jeux pour les enfants. Et quand je parle de jeux, je parle vraiment intellectuel. Programmation, musique, vraiment. J'ai fait toute une vidéo même YouTube dessus pour présenter tout. Il y a souvent même des étages entiers que des activités pour les enfants, mais des activités qui vont stimuler l'intelligence, en fait. C'est pas juste les enfants, ils vont aller s'amuser, jouer au karting. Non, 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 non. C'est vraiment des choses qui vont permettre de développer leur intelligence. J'ai vu des cours de programmation, robotique, intelligence artificielle, etc. Et les Chinois en raffolent. Et quand je regarde ça, je me dis, mais ces gars se préparent. Ces mecs, on les sous-estime. Bon, aujourd'hui, on ne sous-estime plus les Chinois, mais vraiment, ils se préparent. On les sous-estime encore. Sérieux? Non, mais je pense que si quelqu'un vient en Chine et voit... Je pense qu'on les sous-estime encore parce que la production de valeur ajoutée d'un Chinois aujourd'hui est bien supérieure à celle d'un Européen. Exactement. Et du coup, moi, quand je vois ça en Chine, je me dis, putain, ces gars, la manière dont ils préparent les enfants chinois pour le futur, ça va être redoutable. Il faut qu'on soit prêt. Et du coup, moi, ça me met aussi dans cet état où, très vite, quand j'ai commencé à côtoyer la Chine et tout, j'ai commencé à regarder aussi personnellement. Je n'ai pas encore d'enfant, je ne suis pas encore marié, mais j'ai commencé à regarder, même j'ai même mis dans mon panier Amazon des bouquins sur le sujet, comment apprendre la programmation aux enfants. Et c'est même quelque chose que j'ai testé sur mon petit frère.
Parce que quand moi, je vais en école d'ingé et que j'ai 20 ans et j'ai mon premier ordinateur et que je galère parce que on me parle de langage de programmation et il faut dire que tu maîtrises l'ordinateur avant même de parler d'autre chose, et que j'ai 20 ans et que je comprends rapidement que l'informatique est une discipline très bizarre où, même si tu es jeune, tu as 9 ans, tu peux comprendre des notions et des concepts universitaires en informatique. Parce que j'étais en école d'ingé, je tombais sur des gens, on avait un cours de base de données, ProgreSQL, et on nous donne une semaine pour faire le projet, un gros document comme ça, il faut créer pas mal de choses. Et il y a un mec, il se lève, on démarre le projet à 19h, vendredi à 19h, et il faut le rendre le dimanche d'après à 11h42. Donc vous avez toute la semaine, vous devez taffer dessus. Et il y a un mec, genre à minuit, 2h du matin, il se lève, il dit j'ai fini. Je dis mais attends, tonton, comment t'as fini ça? J'ai même pas encore fini de lire le document que toi tu as fini de toute la base de données et tout. Il me dit non, j'ai fait ça à l'âge de 9 ans. C'est le truc que j'ai commencé à l'âge de 9 ans. Je dis mais attends, t'as commencé ça à l'âge de 9 ans? Et moi, j'ai à l'époque, je devais avoir 23 ou 24 ans, je comprenais même pas de quoi ça parlait. Et toi, tu as fini ça à l'âge de 9 ans. Et du coup, pour moi, ça m'a fait titre en tête. Je me suis dit, putain, j'ai mon petit frère, il a 14 ans. Je rentre à la maison et dis, écoute, tu vas commencer maintenant. Tu vas commencer maintenant. Donc, du coup, tous mes cours d'informatique, je lui passais mes cours d'informatique. Il venait rester chez moi à l'université, en chambre étudiante. Et j'avais tous mes amis qui étaient là. Donc, quand il avait des problèmes, on lui expliquait. Ce qui a fait que quand il rentre à l'université, il défonce tout le monde. Vraiment, il défonce tout le monde à l'université. C'est très intéressant ce que tu dis sur le fait d'être proactif du coup sur l'éducation de ses enfants, parce que c'est vrai que finalement le temps qu'un enfant va passer à l'école c'est peut-être 25% de son temps, donc il faut savoir être proactif à ce sujet-là. J'étais dernièrement entre Marbella et Gibraltar chez les amis pour le travail. Et ils avaient fait un choix très intéressant. Donc elle est russe, lui est canadien. Et donc, du coup, ils ont un enfant et ils avaient fait un choix éducatif que j'avais trouvé très intéressant pour leur enfant. C'est qu'ils l'ont envoyé, du coup, à l'école publique normale en Espagne, qui n'est pas très longue. C'est juste 5 heures de cours. Et ensuite, tout le reste du temps, il a des cours particuliers de robotique, de français, de russe, et notamment beaucoup avec superprof.com. Et ça lui permet d'une part, chaque année, c'est l'enfant qui choisit les cours. Enfin, lui, en fait, il prend un échantillon d'une vingtaine, trentaine de cours qu'il trouve pertinents pour lui, et c'est l'enfant qui va faire le choix du cours, qu'il va suivre pendant 1 an en plus. Et du coup, ils vont lui blinder son emploi du temps de choses super dans lesquelles il va avoir des profs particuliers. Et ce qui va l'amener ce qui l'amène déjà. Le gamin, il a 8 ans, et il était très, très, très bien câblé. Exactement. Non pas parce qu'il était HPI ou que ça. Exactement, ouais. Non, il était juste très, très bien sollicité. Exactement. Et n'importe quel. Et surtout à ces âges-là, on a une neuroplasticité qui est très importante. Et à partir du moment où tu es très bien sollicité, ce que j'ai eu la chance d'être aussi, tu te développes bien mieux. Et c'est très important de permettre ça à nos enfants. Et pour moi, je pense que c'est ça aussi la force des grandes familles qu'on va retrouver en France ou aux États-Unis. Parce que moi, c'est des choses qui m'ont fasciné. Les Rockefeller, les Warburg, toutes ces familles américaines qui ont quelque part construit les États-Unis. Pour moi, je me suis dit, comment se fait-il que les mecs peuvent être riches pendant 5 générations, pendant 400 ans? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas d'enfants, qui un jour débattent pour dire papa, je veux être guitariste, et que tout le monde est dans la banque, ou que tout le monde essaie de reprendre le business de la famille et de le scaler à sa manière. Et moi, c'est quelque chose qui me perturbait énormément. Et pour moi, je me suis dit, la réponse est dans la manière dont ils éduquent leurs enfants. Enfin, selon moi. C'est juste, et j'ai un ami qui s'appelle Cédric Froment, que tu connais peut-être. Je connais Cédric Froment, je vois ses vidéos. Cédric Froment il a embauché quelqu'un pour produire une étude approfondie de toutes ces familles, Walmart, Hermès, etc., pour comprendre finalement ce qui faisait leur réussite, pour lui-même finalement essayer d'initier ça à l'échelle de sa famille. Et finalement, tu as 2 leviers vis-à-vis de ça. Tu as un premier levier qui est purement culturel et tu as un autre levier qui est juridique. Le premier levier purement culturel, c'est quelque chose que j'ai eu la chance aussi de vivre au sein de ma famille. Dans une famille aristocratique française, c'est beaucoup de réunions de famille, des cousinades qui vont t'amener à rencontrer beaucoup de gens, etc. Hiérarchie bien compris, un réseau que tu peux activer. Si tu vois, dans ma famille, tu as des architectes de renom jusqu'à la chanteuse Zazie, si tu veux.
Donc ça fait finalement un panel de gens assez important que tu peux, en passant par des financiers, que tu peux activer selon le choix de vie que tu veux avoir. Et l'autre levier, pour le coup, qui n'existait pas dans ma famille, mais qui existe notamment beaucoup dans les grandes familles qui se sont constituées sous la couronne britannique, dans le Commonwealth, c'est une bonne structure juridique par le biais de trusts et de fondations. Exactement, ouais. Dans lequel tu peux vraiment mettre en place une forme de structure dans laquelle les enfants ne peuvent pas faire n'importe quoi, en fait. Peuvent notamment uniquement consommer les intérêts du capital, peuvent notamment uniquement utiliser ce capital pour des études ou des choses comme ça. Et tu as aussi des formes juridiques, ce que Hermès a choisi d'avoir, par exemple des sociétés en commandite par action qui vont protéger justement les actionnaires de la famille de fonds vautours qui viendraient pour diluer le droit de vote de sociétés familiales pour en prendre le contrôle, ce qui est assez fréquent aussi. Je pense qu'on avait eu le cas de Bernard Arnault, qui avait essayé de prendre le contrôle et justement du coup il a perdu le droit de vote pendant un certain temps à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que la société s'est restructurée en société en commandite par action pour ne pas permettre à Bernard Arnault de prendre plus de contrôle sur le droit de vote de la société. Donc oui, c'est des cas qui existent et qui sont des enjeux, et d'ailleurs c'est sûrement la raison pour laquelle je structurerai sûrement un jour mon patrimoine familial dans un pays de droit anglo-saxon. Ah, parfait. Donc, du coup, tu as deux volets parce que vraiment, j'ai envie qu'ils apprennent ça. Parce que... Ouais, tu as un volet qui est culturel. C'est vraiment la culture que tu vas mettre en interne dans la société. Par exemple, les Walmart, ils ont des noms par génération. Les alpha, les bêta, etc. C'est un truc de malade. Ils ont des noms par génération. Et tu vois, tu as une notion de culture. Enfin, voilà, et la culture familiale, c'est finalement les valeurs que tu vas transmettre aussi. Tu vois, moi, j'ai été très impacté très marqué dans ma construction identitaire par le code moral du judo, parce que j'étais sportif de haut niveau en judo, etc. Tu vois, il y a une forme de code moral, et tu peux vraiment écrire une forme de code moral. Moi, j'ai eu beaucoup de valeurs morales qui m'ont été transmises. Quand on m'a transmis cette bague familiale, tu vois, sur laquelle, dont d'ailleurs vous pouvez retrouver le blason sur Internet, si tu tapes famille d'Autriche de Varennes, vous verrez le château familial et le blason familial, etc. On m'a dit, cela ne te donne aucun droit, aucun pouvoir, cela ne te donne que des responsabilités. Et porte ton nom, ne sois pas porté par lui. Ah ouais. Tu vois, c'est des choses qui sont finalement anecdotiques, non, mais je te les ressors plus de 10 ans plus tard, quoi. Et ça m'a profondément marqué. Et finalement, ne pas avoir grandi avec ça, c'est aussi une chance, parce que ça te permet d'écrire ta propre histoire, d'écrire l'histoire de tes générations à venir, si tu fais le choix de prendre cette initiative. Et ce que tu dis, c'est totalement fou. Mais comment, lorsque tu n'as pas vécu dans cet environnement, comment tu le crées toi-même? Comment, par exemple, moi, je peux créer cet environnement? Parce que tu m'as dit que dans ta famille, c'est des réunions familiales. Oui. Et c'est des choses aujourd'hui qu'on perd. Même en Afrique, où la famille est encore importante, mais on perd ce volet un peu réunion familiale, où on a une grande famille. D'ailleurs, tu as pire que ça, tu as les réunions familiales, mais tu as aussi les rallyes. Les rallyes, oui, ça c'est un truc que j'ai appris en France, qui m'avait choqué à l'époque. Ouais, j'ai déjà une amie d'une grande famille française aussi, qui m'a sorti ce truc. D'ailleurs, quand elle me parle de rallye, je lui dis, et de course? C'est un mot que j'avais jamais entendu à l'époque. Je lui dis, attends, de course? Elle me dit non. Et tu vois, quand j'ai vécu en Suisse là, pendant une partie là, de ma formation d'ingénieur, et en Suisse, j'ai été invité à des rallyes. Et comment tu crées cela? Si, par exemple, moi, en tant qu'entrepreneur, avec tout ce qu'on vient d'aborder sur les enfants, sur la structure, sur l'éducation, parce que, comme je l'ai dit, je vois un peu au niveau même de ce que les Chinois font. Comme ton ami, ils investissent énormément dans l'éducation des enfants, avec des activités extrascolaires, piano, etc., ce qui font qu'ils sont brillants par rapport à la moyenne. Et au-delà de ça, comment tu peux créer, toi, une structure familiale qui va permettre de consolider, parce que l'idée aussi, c'est ça, c'est de conserver la richesse produite sur des générations. Comment créer cette fortune générationnelle sur quelqu'un qui part de zéro, par exemple? Je trouve la plus belle des réponses nous a été donnée par Cédric Froment, c'est-à-dire que l'étape numéro 1, c'est d'étudier déjà ces familles-là. Ce qui a fondé la réussite de ces familles-là, d'étudier en profondeur, et je pense que si tu lui envoies un email, il te transmettra peut-être
voilà, cette conférence avec plaisir. Okay. Je lui demanderai si je peux te la transmettre. Parfait. On trouvera un moyen. Mais je pourrais pas en tout cas te la transmettre sans son accord. Mais c'est passionnant, ce dossier-là. Donc déjà, faire ce travail d'étude. Ce que je pense que Bernard Arnault a fait, par exemple, parce qu'il venait pas d'une famille aristocratique ou autre, il venait d'une famille bourgeoise tout de même. Bourgeoise, oui. Mais c'était dans la construction immobilière, un truc comme ça. C'est ça, mais rien ne le prédestinait à faire les milliards qu'il a fait. Ouais. Aujourd'hui, il a pris cette initiative-là et ensuite, il s'est structuré en fondation pour transmettre son patrimoine, pour faire en sorte que la société continue d'être dirigée par sa famille, etc. Donc finalement, les process sur un plan juridique, selon moi, la complexité, elle est plus relative à l'intangible, à la culture que tu vas essayer de créer, qu'à la structure juridique qui finalement a un problème auquel il y a déjà des réponses et sur lequel tu as des gens formés. Et c'est quelque chose qui sera aussi nouveau pour moi sur un plan juridique, que je prendrai l'initiative de faire. Je te transmettrai globalement ce que je fais, ce qui nous simplifiera la tâche. Et je connais pas mal de gens qui ont pris ce genre d'initiative, donc le chemin sera assez rapide. Et j'ai également pas mal d'oncles qui ont bossé avec des milliardaires, qui ont ce genre de solution-là, donc ça sera assez simple. Mais la problématique est surtout relative à comment mettre en place une culture, et dans mon cas, comment être proactif dans cette culture pour corriger l'angle de tir de ce qui me plaît et de ce qui ne me plaît pas dans l'éducation que j'ai reçue, pour essayer de réorienter un petit peu le bateau. Parce que sur 3 générations, à quelques degrés près, tu atterris dans un autre pays, quoi. Ce qui est vrai. Donc étudier des vieilles familles, lire beaucoup, toujours progresser sur cette thématique. Et je pense que le fait de se pencher aussi sur la notion de culture d'entreprise peut nous aider aussi dans cette thématique. C'est toujours pareil, tu sais, quand tu t'intéresses à un sujet, beaucoup de gens, donc aujourd'hui on développe pas mal de logiciels pour tiers avec un business model en joint venture, et souvent ce que je demande du coup à nos associés, c'est de faire un travail de benchmarking. Et souvent les gens vont rester, quand tu leur demandes un benchmarking, vont rester finalement dans la niche dans laquelle ils sont. Tu vois, si tu fais un benchmarking dans les sacs à main, tu vas rester dans les sacs à main, etc. Mais finalement, ton benchmarking, tu peux le faire de manière transverse sur des modèles d'affaires de secteurs complètement différents, etc. De la même manière, selon moi, si tu as envie de te pencher sur cette problématique de comment créer une culture en interne à ton entreprise, tu dois te pencher sur le sujet de la naissance de religions ou de sectes comme la scientologie. Exactement. Tu dois te pencher sur le sujet de la création d'une culture d'entreprise. Et il y a plein de très bons sujets, très bons bouquins à ce sujet. Tu dois te pencher sur plein de thématiques comme ça, non pas pour créer une secte ou autre, mais pour comprendre quels sont les leviers qui sont activés sur la création d'un mythe, sur différentes choses, pour arriver et pour converger à quelque chose que tu pourras ensuite poser sur papier et maîtriser. Merci beaucoup Rémi, sincèrement, je pense même que je vais regarder moi-même le podcast. C'est pour te le dire. Je pense que je vais le regarder, surtout cette partie-là, parce que c'est une partie qui me passionne effectivement. Il y a de très bons livres qui est écrit par un grand biographe américain sur les familles américaines, notamment les Rockefeller, les Warburg et toutes ces grosses familles, les Rothschild aussi, européennes et tout, et qui explique un peu les structures qu'ils ont mis en place. C'est des gros bouquins, c'est des trucs de... Je ne sais pas si tu connais, 400, 500 pages. Je serais intéressé que tu me transmettes cette référence, je ne l'ai pas. Tu n'as pas, je vais t'envoyer les liens Amazon, c'est des gros bouquins sur chaque famille américaine, et c'est un biographe spécialisé dans les familles, des grosses familles américaines. C'est super intéressant à étudier. Ça, c'est super intéressant à étudier. Donc, je pense que, et aussi pour Cédric Froment, je pense quand même pas luisant, je lui envoie un message s'il faut, parce que c'est extrêmement important pour nous, parce que ce qu'on fait aussi en tant qu'entrepreneur, et c'est pour ça que dès le début de ce podcast, je parlais de personal branding, etc., c'est que tout est un peu lié à nous-mêmes, mais comment on transmet cela à nos enfants, comment je transmets Semevo à nos enfants, pour que derrière, que Semevo ne soit pas juste une chaîne YouTube, en fait, que ce soit plus que ça, finalement. En écrivant un livre, ce que tu as fait. Exactement. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup Rémi, ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Et on aurait pu continuer pendant 3 heures encore parce que vraiment, surtout la dernière partie, moi, ça me fascine. Et on mettra, les amis, dans la description, si la masterclass gratuite pour vous initier un peu à la bourse. On va intégrer aussi les graphiques dont on a parlé sur l'allocation de capital, etc., dans une entreprise pérenne. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et on a eu du mal à se voir.
Et en tout cas, nous, on continue à travailler ensemble. On va dire ça comme ça. Ça c'est évident. On continue à C'est avec grand travailler plaisir. ensemble. N'hésitez pas aussi à noter éventuellement en commentaire des questions que vous auriez, parce Ouais. que on va avoir l'occasion de se recroiser de toute façon, Exactement. for sure, notamment à Tallinn. Et si l'épisode a plu à ton audience, on pourra tout à fait Refaire un autre. Et remettre ça pour aller beaucoup plus en profondeur. dans un autre cadre, Exactement. peut-être en Estonie. Merci beaucoup, Rémi. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao.